Alors, bienvenue à cet épisode surprise. Je suis généreux. Je vous offre 2 épisodes cette semaine. C'est le 10e. Pourquoi j'ai décidé d'en publier 2 cette semaine? Ben, c'est qu'on avait j'avais trop de matériel. J'étais trop généreux. J'ai invité plein de monde. Puis des fois, je me dis, ça va faire un bon épisode. Finalement, je me rends compte que non, ça va faire un épisode peut-être un peu trop long. Alors, je les ai scindés en 2. Puis ça tombe bien aujourd'hui parce que c'est le jour du souvenir pour ceux qui travaillent au fédéral. Et il y a un des segments qui va avoir un certain rapport avec le jour du souvenir. On va recevoir le journaliste indépendant Martin Forgue, qui est aussi un ancien militaire de l'armée canadienne et qui est co-porte-parole de la campagne du Coquelicot blanc, qui est le coquelicot pour la paix, en opposition ou complémentarité du coquelicot rouge. Alors, il va nous livrer ses réflexions là-dessus, sur une partie de son parcours aussi d'ancien combattant. Mais on va aussi recevoir René Daniel Dubois pour une 2e fois pour cette nouvelle série que j'appelle Being at Home with René Daniel Dubois. Je suis vraiment très heureux de pouvoir... En fait, je suis heureux qu'il ait accepté. Ça fait 2 ans que j'y pense. Ça fait 2 ans que je me dis que ça serait un bon fit. Et effectivement, et je vous dirais qu'humainement parlant, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, on a énormément de plaisir à discuter ensemble et j'ai la chance de pouvoir enregistrer tout ça et vous l'offrir. Et là, et c'est fou parce que René Daniel Dubois, la première fois qu'il est venu, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ouais, il est dur à suivre, ça va un peu partout. » Fait qu'aujourd'hui, ce n'est seulement que sa réaction à ces commentaires-là. Il voulait revenir, en fait, sur ces messages-là. Et vous allez voir, ça donne une réflexion complètement passionnante sur les processus de l'imaginaire, de la création, de la culture individuelle, la culture collective. Et vous allez voir, à la fin, on arrive, sans que ce soit prévu, on arrive à une analyse que René Daniel Dubois nous offre sur l'élection de Donald Trump. Et lui, il l'inscrit sur un temps beaucoup plus long. Et c'est passionnant, vraiment. Puis je sais qu'il est content aussi d'avoir cette opportunité-là qui était un peu inespérée. Puis j'ai l'impression que le format long du podcast, c'est un véhicule moulé pour la pensée de René Daniel Dubois, qui parfois, dans un contexte de chronique de 10-12 minutes, comme on nous demande souvent dans les médias traditionnels, des fois, il y a des choses qui n'ont pas le temps de se déployer. Alors voilà, j'en dis pas plus. Je vous souhaite un excellent épisode. J'espère que vous allez l'écouter jusqu'au bout parce que ça vaut la peine. Il y a des choses vraiment, vraiment, vraiment ultra pertinentes à entendre, à garder, à réfléchir sur le monde qui nous entoure, qui nous décourage parfois, mais qu'il ne faut pas. Il ne faut pas se décourager. Il faut combattre. C'est une guerre culturelle. Il nous avertit l'autre bord, hein? C'est une guerre culturelle, c'est une guerre culturelle. On va les prendre au mot, on va la faire, la guerre culturelle. Et ça commence encore aujourd'hui. Bon épisode tout le monde. René Daniel Dubois. Allô. 2e rencontre. Eh oui. Vous savez que j'ai intitulé notre première rencontre, épisode Being at Home with René Claude, puisqu'on est chez moi. Je vous ai pas demandé de René Claude? René Daniel. Oui, c'est parce que c'est Being at Home with Claude. Ça aurait pu être Monique Théoret ou si je le regarde, on peut. Being at Home with René Daniel. Alors là, c'est the sequel, la deuxième rencontre. 2 choses. Oui. Première, dans votre intro de la première émission, vous disiez, il est, comment vous avez dit ça, à l'automne de sa vie ou quelque chose comme ça. Je me demande comment est-ce qu'il va réagir. Et j'ai éclaté de rire, puis je me suis dit, en fait, et c'est pas à cause de l'époque de l'année où nous nous retrouvions, du tout. Mais il m'est venu que l'idée, non, je ne suis pas à c'est trop général, ça, l'automne de ma vie. Je suis à l'Halloween de ma vie. Ah, ça, c'est drôle. Parce que beaucoup de fantômes. Ouais. Et on sait que ce qui s'en vient, c'est froid. Oui. Alors. C'est bon, ça. Ben, regarde, ça a popé, c'est ma job dans la vie, je fais des affaires de même. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, pour ce qui est de ce matin, c'est une très bonne idée que vous avez eue de ne pas apparaître dans ma chambre à 4 heures du matin cette nuit. Pour toutes sortes de raisons, notamment celle-ci. Vous vous seriez fait enguirlander, mon cher monsieur, ça aurait été homérique. Oui, hein? Pour que tu te prends obliger un vieillard sans défense à plonger d'un sujet aussi invraisemblable. J'ai pas dormi de la nuit. Ce qui est quelque chose de commun chez moi, ce qui m'a réjoui, c'est que ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de défi comme ça de mettre des choses en forme. Quand on s'est connus en 97, quand vous m'avez entendu la première fois, conférence. J'avais pas dormi de la nuit. Ah ouais. Parce que je pense que vous saviez pas que vous allez me rencontrer. Non. C'est ça.
J'étais une masse informe d'étudiants. Voilà, mais le fruit allait tomber de l'arbre quelques décennies plus tard et nous voici en présence l'un de l'autre. Ouais. Mais je faisais ça couramment quand j'enseigne, souvent. N'oubliez pas de parler proche du micro. Quand j'enseignais, ça m'arrivait très souvent. De pas dormir de nuit, ou quand j'étais président du Centre des auteurs, où on a fondé un syndicat à un moment donné, et je dormais pas pendant des nuits d'affilée. Parce que vous êtes fébrile. Non, c'est que je récapitule, le cerveau se met à tester des hypothèses. Bon, c'est même pas de la fébrilité. On va en reparler de ça parce qu'on a eu beaucoup de commentaires lors de votre premier passage. Tous positifs. Oh! Ce qui est rare. Oh! Mais les gens ont dit, hey boy, c'est spécial la façon qu'il réfléchit, ça va dans tous les sens. Mais avant ça, j'ai pas le choix de vous demander comment vous vous sentez depuis le 5 novembre. Plus tard. Ah oui? Oui. Ça va prendre toute la place. Si je parle là-dessus, OK, parfait. C'est un tsunami. Parfait, OK, parfait. Oh, ben, j'ai pas le choix. OK, mais parce que moi, ça n'a pas commencé le 5 septembre. Mais non. Ça a commencé au début des années 80. Bon, OK. Fait que ça va être une autre rencontre. Non, ça va être... Si je me rends, si je réussis l'ouroboros que je vous propose ce matin, il y a un serpent qui se mord la queue, là. Oui. C'est-à-dire que je souhaiterais vous entretenir de la difficulté qu'il y a à décrire une idée. Oui. Alors, c'est l'idée difficile sur l'idée difficile qui tourne en rond puis qui se mord la queue. Fait que ça, c'est ça que les gens ont perçu en vous écoutant. Et vous avez eu la gentillesse de m'en communiquer. Oui, quelques-uns. Pas tous, mais je vous dis, les gens sont très contents. Puis, ben, tant mieux. Ouais. Mais j'avais remarqué ça et ma réaction, ça a été d'éclater de rire. Pourquoi? Pas par moquerie, pas par dérision à l'égard du commentaire. Parce que, très franchement, pour moi, les opinions que les gens peuvent avoir sur ce que j'énonce, c'est pas de mes calices d'oignons. C'est vrai. Moi, ma job, c'est de faire de mon mieux. J'espère que ça va rejoindre les gens. Puis c'est sûr que c'est plaisant, puis j'ai un égo, mais bien moins là que si vous m'aviez connu à 25 ans. Ben je le devine. Bon. Mais parce que là, j'ai pas mal eu les récompenses que j'avais à avoir de la vie. J'ai vu des archives vidéo, puis ça... Oui. Regarde, mais... La vie m'a donné des cadeaux comme jamais je me serais attendu, j'aurais jamais rêvé d'avoir ça. Donc, je cherche pas de récompense. Surtout pas à l'Halloween de votre vie. Surtout à l'Halloween de ma vie. Et je cherche pas non plus de punition. Alors, c'est juste, donc, ce matin, pour aborder cette question-là, l'idée, ce n'est donc pas, parce que j'ai pas à corriger la perception des gens. Si les gens le perçoivent comme ça, c'est comme ça. S'ils haïssent vraiment ça, je les inciterais à aller lire un Snoopy ou un Bécassine, parce que ça, c'est absolument formidable. Je comprends pas les gens qui haïssent quelque chose, mais qui s'obstinent à vouloir l'écouter. Bon. Ce n'est pas une réponse à ça, c'est juste d'expliquer que ce n'est pas une erreur de ma part et ce n'est pas un manque de contrôle de ma part. Ouais. Exemple, c'est rare que je fasse ce genre de citation-là, mais à un moment donné, dans un party de Noël de l'émission de Marie-France Bazot, quand elle était à Télé-Québec, je faisais des éditoriaux à cette émission-là. Oui, c'est vrai. Puis à un moment donné, il y a Bazot.tv? Ouais, c'est ça. Oui. Puis je l'ai fait pendant une couple d'années. Ouais. Puis à un moment donné, dans un party de Noël, il y a un grand gars qui s'approche. Alors, René Daniel, vous me connaissez pas, mais moi, je vous entends tous les semaines, tant et plus. Ben, c'est moi qui fais le montage, qui resserre, qui fait le ménage. En fait, c'est du ménage qu'il faisait. Tout à fait. Puis vous serez sûrement étonné d'apprendre que vous êtes un de ceux sur lesquels j'ai le moins de travail à faire. Je veux dire, je rentrais dans 7 minutes, là, je rentrais. Bink. Ouais. Donc, je suis capable. Et alors, si vous me permettez une comparaison qui ne sera pas humble du tout, Picasso peignait pas comme il peignait parce qu'il savait pas dessiner. Alors, la raison pour laquelle j'agis comme ça, c'est que la complexité de comment je présente la chose fait partie de ce dont je parle. Mais Picasso a été cancel, en pensant. Ah oui? Oui. Oh, ça m'a passé, je l'avais raté celui-là. Il est infréquentable aujourd'hui. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait? On se comptera ça tout à l'heure. Bon. Gorgée de café. Pour donner un peu J'ai même déjà tombé sur un espèce de dessin animé pour enfants, mais pas pour les jeunes, mais qui visait à présenter le personnage et à le recontextualiser. Picasso a été proclamé génie et ce statut lui a donné l'impunité la plus totale pour être une grosse merde humaine et faire les pires horreurs du monde, détruire absolument tout son entourage. Et c'est ça qu'on voit dans la plupart de ses tableaux. Alors voilà, on en reparlera. Eh ben, dites donc, mon cher monsieur, qu'il ne restera pas grand-chose. Ben, c'est pas une défense, ce que je dis. Ben non. Mais c'est juste que je sais pas. Celui-là, je l'avais échappé. Mais il faisait des beaux tableaux. Oui, mais il ne savait pas dessiner. Bon, alors... C'est la chose. Non seulement
ce n'est pas un accident ni un manque de contrôle de ma part. Ouais. Ça peut arriver là occasionnellement quand le sujet est trop vaste puis qu'à un moment donné je perds des repères. Ça peut arriver, mais j'essaie d'éviter ça. Puis je pense qu'en général j'ai assez de métier puis d'expérience pour pouvoir rattraper le poisson par la peau du cou. Mais la complexité fait partie du propos et à telle enseigne que aujourd'hui, je crois, en 2024, dès qu'on sort du quotidien, vraiment le plus quotidien, essayer de faire un récit linéaire de la vie et des événements, c'est être dans le champ. Ben oui. Parce que notre cerveau ne fonctionne pas de manière linéaire, il fonctionne par saut électronique. Oui. Et toute la difficulté est là, et j'ai passé une grande partie de ma vie, personne ne me l'avait demandé, il a fallu que je le fasse, de réfléchir à comment exprimer ça, comment exprimer ce que je ressentais. Je vous disais à la première rencontre, je ne suis pas un scientifique. Le scientifique veut mettre les choses en formule. Si j'étais un scientifique qui s'était occupé du même sujet que celui dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui, je serais devenu neurologue, psychanalyste, psychologue, etc. Ouais. Non, moi, c'est le contenu. C'est-à-dire, quand je suis assis, il y a une feuille blanche devant moi, il y a un crayon dans ma main et il y a une idée. Qu'est-ce que c'est qu'une idée? Oui. Qu'est-ce que je fais? Quand je soulève le crayon pour commencer à écrire, là, c'est quoi que je fais? Je vais écrire, ce matin-là, Janine avait très mal dormi, peut-être. Mais c'est quoi ça? C'est l'émanation de quoi? Ça vient de quoi? Alors, je vous annonce tout de suite là, où on s'en va. Il n'y a pas de rapport entre une idée et son énonciation. C'est pas juste deux phénomènes différents, c'est deux phénomènes qui s'opposent pratiquement. Développez ça un peu plus. C'est ça que je vais faire toute l'avant-midi. La linéarité, c'est le récit. Oui. C'est pas l'idée. L'idée, elle, est éclatée. OK. Il vous arrive, alors vous avez un popcorn qui vous part dans les oreilles, et tout à coup, il y a un plus gros morceau de maïs que les autres qui pète et qui est d'une couleur particulière qui attire votre attention. Si vous avez travaillé un peu, vous êtes capable de fixer votre attention dessus. Ça se fait pas tout seul, ça. Non, on va revenir. Je commence par te donner des points de repère. Ouais. Et là, après ça, vous allez vouloir mettre ça en ordre et là, c'est là que Janine va commencer à apparaître et les différents traits. Et bon. Ouais. Mais en soi, l'idée qui va se mettre en forme, qui va commencer à s'énoncer sous la forme de « ce matin-là, Janine avait fort mal dormi », il y a possiblement 8 livres qui suivent et vous le savez déjà. Comment vous allez faire? Bon. Alors, il faut différencier donc l'imagination et l'énonciation. L'énonciation, c'est la mise en forme linéaire. L'imagination, c'est la fonction primordiale de l'esprit humain. Du point de vue où je suis, l'imagination, qui est une chose qui est en train de disparaître dans notre civilisation, qui est une des raisons pour laquelle Trump est passé, d'ailleurs, on va y revenir. Intéressant. Nous nions que ça existe, c'est-à-dire que nous avons coupé le monde en deux. Il y a la raison rationnelle d'un côté, puis de l'autre bord, c'est le corps à vidange de Freud. C'est-à-dire que toutes les affaires pas fines, sales, qui vont passer par la tête, on met ça dans le corps à vidange, puis on visse le couvert en espérant que ça tienne, puis il y a des cas où ça tient pas, puis bon, on va te guérir, puis aujourd'hui, il y a des pelules, puis on va tout arranger ça. Il n'y a rien d'autre que ces deux affaires-là. Ce qui est tragique. C'est une horreur sans nom. Parce que dans ce qui fait que je existe, les gens qui écoutent présentement ont tous et toutes un je. C'est spirituel, cette nature-là du jeu. Je ne l'entends pas au sens mystique et de Jésus et les anges et les flip-flops, c'est pas ça. Mais c'est immatériel, cette conscience de moi-même. Puis je parle pas de psychologie, encore une fois, je répète, j'insiste, je souligne. La conscience de soi, c'est imaginer. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons plusieurs intelligences. Et c'est l'interaction entre les intelligences qui fait que vous avez des intelligences à l'intérieur de vous qui tirent comme au souk à la corde. Alors, il y a plusieurs intelligences. Moi, j'en ai identifié 3. Mais ça, c'est pour usage. Je vous dirai pourquoi tantôt, pourquoi j'ai inventé cette représentation-là. On va être occupé tantôt. Hein? Oui, ça va être un gros tantôt. On va pelleter. Alors, par exemple, il y a l'intelligence du corps. L'intelligence du corps, c'est pas les réflexes, mais c'est quand tout à coup, s'il arrive quelque chose de dangereux. C'est pas le réflexe, mais vous allez sentir que votre conscience, Fred, là, va pogner le bord puis va se ramasser
caché en arrière d'une poubelle, puis il y a un autre Fred qui va embarquer, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ouais. C'est exactement de ça que ça parle. Et ça, c'est l'intelligence du cas. Et ça m'est arrivé une fois que j'ai failli me faire descendre par la police il y a de très nombreuses années, une nuit que je rentrais de manger une pizza trop tard d'après eux. Et je l'ai senti, et ça faisait des années que je cherchais à cerner. Puis à un moment donné, je me souviens, il y a une banque une banque de Montréal au coin de Peel et Maisonneuve. Ouais. Et ils m'avaient collé, les flics m'ont collé ici dans la vitrine, les mains écartées, les pattes écartées. Ils criaient, et ce que j'entendais, c'était des voix de gorilles. C'était et parce que ça va tout ensemble, ces affaires-là. Là. Okay. C'est pas une illusion que j'ai eue. J'avais rien fait du tout. J'avais juste un imperméable vert, puis je cherchais un gars qui a un imperméable bleu. Fait qu'ils ont failli me tirer dans un taxi. Il était daltonien. Et si j'avais eu une chance que ma ceinture de sécurité n'était pas attachée, parce que je serais mort à l'heure qu'il est, ils auraient tiré à travers la lunette arrière de la voiture. Ouais. C'était à ce point-là. Là, on parle de quelles années? Je dirais début 90, début ou milieu 90. Okay. Et là, je l'ai ressenti, et ça m'a pris tout un temps à débroussailler ça, parce que les images deviennent d'une force. C'est comme quand vous avez failli avoir un accident. Oui, ça, oui. Voyez-vous à quel point l'image est claire et surdécoupée par rapport à ce que vous vivez tous les jours. Ben ça, là, c'est lié au phénomène au pluriel. Très, très, très pluriel, qui sont liés à l'imaginaire. Notre esprit classe les choses et les connote et les annote. Okay? Alors, vous avez l'intelligence du corps et il y en a une autre, je vais sauter, là, il y en a une que j'ai appelée, qui est pour moi la plus essentielle dans ma vie telle que je l'ai vécue, ma vie, quoi, que j'appelle l'intelligence passive. Attention, pas inerte, passive. C'est-à-dire que c'est la région à l'intérieur de nous qui est à peu près de la même taille que le cosmos dehors. On va là. Toutes les impressions de votre vie sont là. Stockées? Emmagasinées? Vivantes. Et en interaction les unes avec les autres. La plupart des gens s'imaginent que nous avons une mémoire qui ressemble à une grande salle de classeur, comme à la fête de Church of Evil d'Orson Welles, c'est une grande salle de classeur de police, puis que là, t'as un registre, là, comme des bibliothèques, puis là, tu vas dans la 4e rangée, puis tu regardes le tiroir d'en bas, puis là, ça, toutes les fois que il y a une fille qui t'a fait pleurer, t'as ça dans le tiroir d'en bas. C'est pas de même, ça marche. Ça, là, ça va me prendre plus qu'un classeur. Ça va vous prendre une cosmogonie, parce que de toute façon, c'est pas de même que ça marche. Excusez-moi, petite gorgée. Oui. Je repense à mes ex. Imaginez que la cosmogonie, quand vous regardez le ciel la nuit, qu'il y a l'équivalent de ça qui vit à l'intérieur de vous. OK? Et que, par exemple, le moment d'émoi de voir quelqu'un de beau, tout à coup d'être pas de vouloir posséder, l'idée c'est pas de possession, mais de vouloir se rapprocher, d'être en contact avec la beauté subjugante. Tout d'un coup, tu fais comme tabarnak. Et tu sais pas ce que tu ferais, t'as pas de bras, tu sais, mais bon. Chaque moment que vous avez vécu, chaque moment associé de près, de loin, de toutes les manières possibles et imaginables, sont pas dans un tiroir, c'est le contraire, ils sont répandus dans cette cosmogonie. Ils sont, par exemple, l'équivalent de tous les atomes de plomb dans notre cosmogonie. Ce qui fait qu'il y a des bouts où c'est associé avec l'envie de pipi, ça c'est le tungstène. Il y en a d'autres, c'est associé avec, je ne sais pas moi, le manganèse. Le manganèse, mais qui représente, je ne sais pas, les nuits blanches, à faire le fou avec des copains. Et tout ça, c'est imbriqué, et c'est pour ça que les souvenirs sortent jamais tout seuls. C'est que ça sort toujours comme des patates en chapelet, mais tu sais jamais ce qui est attaché avec. Et on a appris très jeune, on nous a appris très, très jeune à faire le ménage, puis à couper les patates qui vont pas avec, c'est rhizomatique, mais à enlever ce qui va pas avec pour pouvoir... Attendez que j'arrive. Pour arriver à avoir un récit linéaire. Mais c'est pas linéaire. Ça pète continuellement. C'est l'équivalent, l'imaginaire, l'intelligence passive qui est la source de l'imaginaire, c'est l'équivalent dans notre esprit du système circulatoire dans le corps. Ah ouais, OK. Et c'est continuel, c'est perpétuel et c'est un geyser absolu. Et donc, il faut... En fait, j'irais jusqu'à dire, mais là, encore une fois, je suis pas médecin, là, ce que je vous dis, c'est une impression laïque, OK? Mais c'est ce que les autistes, certains autistes font, de tout percevoir, de tout mettre, et d'être capable de reproduire la silhouette d'une ville après l'avoir vue pendant 2 secondes. Nous avons tous ça. C'est la différence entre quelqu'un qui est autiste et nous,
c'est que lui a appris à le retenir, il n'est pas capable de le retenir, alors que nous, c'est ce que nous avons appris presque dès le départ. Parce que nous serions subjugués. Ah ouais. Et la job... Tu l'as dit, je reçois des courriels? Hein? Je reçois des courriels de parents qui vont dire « Non, c'est pas ça! » Mais c'est pas grave. Regarde, il y a d'autres variations et je ne prétends pas couvrir tout le sujet. Non, on a ce luxe-là d'explorer. Là. Mais pour moi, c'est pas une exploration. Je l'ai vécu et de plein pied. Et j'ai passé des mois complets de ma vie dans des univers comme ceux-là. Je disais à une amie récemment qui me regardait avec un drôle d'air, elle vient manger à la maison, puis elle m'a fait « Mais t'es donc bien organisé, je te passe. » J'ai dit « Mais voyons. » C'est la seule façon d'être capable de pouvoir virer fou et de savoir que le chemin ne se refermera pas derrière toi. Donc, il y a un retour. Parce que l'organisation est là. Donc, j'ai inscrit, quand on organise un appartement, c'est l'équivalent de mettre un récit en forme linéaire, alors qu'en réalité, il n'est pas linéaire, il est éclaté. Alors, je vous donne un exemple. Nono. Oui. Vraiment. Une petite fille marche. Premier exemple. C'est un tout, ça, hein? C'est un récit. Bon. Il était une fois une petite fille qui marchait. C'est plus la même histoire. Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'il était une fois vieille de la classe et la petite fille n'était pas au focus de la même manière que la première fois. Ah ouais. Ouais. OK? Il était une fois au royaume de Boudou-Bodo. Une petite fille toute de rouge vêtue. La petite fille, si j'avais commencé par la version que je viens juste de faire, vous l'auriez à peine entendue. Parce que Boudou-Bodo aurait pris toute la place. OK? Et ça, c'est lié au phénomène dont je vous parle, c'est-à-dire que l'imaginaire, à mesure qu'il m'envoie les pop-corn, ils sont pas de même importance et il y en a qui en recouvrent d'autres. Et l'ordre fait partie de l'écriture, c'est pas juste. Et plus tard, ça va être nécessaire pour la compréhension. Mais la compréhension que le spectateur ou l'auditeur ou le lecteur peut avoir ou ne pas avoir, ça, c'est un autre paire de manches qui a rien à voir avec l'imaginaire. Tout à fait. Et donc, c'est ce qui fait que vous contrôlez pas. Qu'est-ce que je contrôle pas? Ce que les gens vont faire. Ah non, ça c'est sûr. Chapelet de grains de popcorn qui sortent de votre esprit. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. Et c'est ça qui va nous amener à l'actualité. Éventuellement, un de ces jours, je sais pas aujourd'hui, ça sera... On a le temps. Bon. Alors, la raison pour laquelle j'ai développé cette vision-là, c'est une nécessité. OK. Parce qu'il y a toutes sortes de grilles d'analyse de ce que c'est qu'un auteur, de ce que c'est qu'une œuvre, qui, d'un point de vue d'auteur en train d'écrire, et un auteur, ça n'existe que pendant que c'est en train d'écrire. La minute que le crayon est déposé ou que les doigts se sont levés du clavier, c'est plus un auteur. C'est un relecteur, c'est ce que vous voudrez, mais l'auteur, c'est quand il écrit. Ça écrit. Bon. Et il y a toutes sortes de mécanismes pour faire dérailler, et notamment l'utilisation l'utilisation à mauvais escient de choses qui ont par ailleurs une très grande valeur, comme par exemple la psychanalyse et la psychologie. La psychanalyse, pour moi, n'a rien à faire avec ce que je suis quand je suis en train d'écrire. Ça ne signifie pas que je suis pas passionné par ça et que j'ai pas des discussions Êtes-vous passionné de psychanalyse? Il y a certains aspects, moins, mais depuis peut-être une vingtaine d'années, mais parce que j'ai des amis plus jeunes qui le sont beaucoup, et c'est un peu comme s'ils compensaient pour moi, mais j'en ai moins besoin. Enfin, j'en ressens moins le besoin. Peut-être que j'en ai plus besoin que jamais, ça, on ne le sait pas. Écrivez-nous. Mais... pas pendant que t'écris. Parce que tu ne peux pas t'installer en disant « je vais me beurrer une névrose ». C'est impossible, tu vas arrêter. Sauf qu'il y a des auteurs qui vont vous dire que la psychanalyse, ça nourrit leur écriture. J'ai bien de la misère avec ça. Et ça, pour moi, on est au bord d'un des pires gouffres par rapport à l'imagination. Je vous parlais tantôt du danger qui guette l'imagination. Et un des pires gouffres porte du démon qui vit dans le gouffre, dans le canyon, c'est utilitarisme. Par rapport à ce dont nous parlons là. Il y a d'autres fonctions. Il y a la fonction rationnelle qui, elle, va s'occuper de la gestion du temps, qui va s'occuper de... Je dis pas que c'est pas important de faire le ménage puis de manger, c'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'en tant qu'auteur, ça n'existe pas. C'est une représentation abstraite. Je suis pas là-dedans. D'ailleurs, tu perds totalement le sens du temps quand tu es en train d'écrire. Parce que dans l'imaginaire, il n'y a pas de temps. Parce que c'est un système de référence auquel tu n'as pas accès.
Non, qui est tout à fait... qui est très lié à des civilisations, à des cultures. On n'a pas calculé le temps de la même manière. En plus. De tout temps. Oui, mais ça, c'est en plus. Non, mais c'est une convention. Oui, sur que là, il n'y en a même pas. Ouais. Tu ne sais plus quel jour que t'es et il n'y a pas de temps. Est-ce que c'est tous les auteurs-autrices qui ressentent ça? Il y en a qui l'ont. Il y en a qui l'ont, sauf que comme c'est quelque chose dont on ne parle, il y a des gens que j'ai rencontrés un peu partout dans le monde qui l'avaient et souvent... C'est ce qui m'a le plus étonné, parce qu'au début, moi, j'étais sûr, j'en parlais pas ici, puis je me disais, mon père enfermé, puis ça va leur donner raison de plus pour m'enfermer, fait que j'en parlais à l'étranger. Ouais. Et d'en parler avec des gens qui venaient d'Inde, ou qui venaient de loin en Asie, et qui tout à coup disaient, mon Dieu, mais en fait, t'es un classique, et là, ils te parlent d'un auteur japonais du 13e siècle qui a écrit là-dessus, puis tu fais, all right. Ça, je suis content. Merci pour le cadeau. Évidemment, c'est pas exactement dans les mêmes termes, parce qu'encore une fois, c'est la linéarité du récit qui va faire que c'est différent. Ouais. Mais ce qui est présumé se trouver derrière, être à la source, c'est complètement autre chose. C'est l'imaginaire. Et ça a des... Est-ce que c'est le troisième monde de Platon? Hein? Est-ce que ça pourrait être le troisième monde de Platon? Je le connais pas assez, lui. Ça, j'ai arrêté Platon avant ça, excusez. Okay. Mais, parce que lui prétend, puis je suis pas spécialiste, loin de là. Mais c'est pas loin du mythe de la caverne. Parce que lui prétend que on n'invente rien, dans le fond. Tout existe dans un monde et on va le puiser. Par la force de notre esprit. Pas par la force, mais via notre esprit. Là, je sais qu'il y a des philosophes qui vont m'écrire pour dire, ben non, c'est pas ça. Mais mon souvenir de mes... Pas tout à fait. Il y a de ça, de ce que j'en entends, là. Il y a de ça, sauf que l'imaginaire a ses priorités. Ah. Et a ses dynamiques. Ouais. Ah, donc, tu pourrais ne pas y avoir accès du tout à des pas... Tu pourrais ne pas avoir accès du tout à des pas entiers de ton propre imaginaire parce que ça donne pas que tu penses aux filles qui t'ont mis dans un état auquel je faisais référence plus tôt. Ouais. Et ce dont on parle là, c'est ce qui explique pourquoi j'ai autant gueulé pour la culture et pour les arts. On y arrive. Parce que de discuter de ça est absolument essentiel dans une civilisation. Or, nous n'en parlons pas, donc pour moi, je ne vis pas dans une civilisation, je vis sur un coin de roche. Ouais. C'est assez clair, là? Ouais. Est-ce que je l'ai dit assez clairement? Et il y a une personne en particulier qui est responsable de ça. Il y a un mouvement culturel, il y a une haine dans les institutions québécoises, mais depuis plus d'un siècle et demi, absolument féroce à l'égard de la pensée et de la beauté, mais là, qui se vérifie, mais de milliers de manières. Ouais, OK. Parce que là, vous ouvrez une porte, là. Et la personne qui a vissé le cercueil, je ne la qualifierai pas, je vais juste vous dire son nom, mais parce que si j'essaye de la qualifier, vous allez avoir droit à un torrent d'ordures. Bon. C'est Lisa Frulet-Hébert. Ah, bon. Qui a enterré les politiques culturelles. Cette femme est un monstre. OK? Et elle est responsable. Et déjà, là, ça fait plus qu'une génération qu'elle a fait son œuf, là, empoisonné. Et c'est épouvantable les conséquences que ça a sur les jeunes générations et elle s'en rend pas compte, elle s'en calisse, elle. Elle est administratrice de radio, elle, puis je veux dire, elle rote en arrière de son micro, puis elle est contente. Plus aujourd'hui, là, je pense qu'il est à la retraite. Ah non, ils ont-tu fini par réussir à faire tête? Attendez. Ouais. Contexte, s'il vous plaît. Oui. Parce que là, vous garochez vous garochez un nom, là? C'était une ministre de je sais plus quel premier ministre libéral, c'est une libérale. C'est pas Robert Bourassa, c'est pas Robert Bourassa. Oui, très possiblement. C'est Bourassa, oui. Qui a décrété à un moment donné, et là, je ne l'invente pas, elle me l'a expliqué dans son bureau. Oui. Parce que j'avais... À l'époque, vous étiez... J'étais président du CAD, j'étais au CQT, au Conseil québécois du théâtre, et je bardassais pas mal. Il y avait une commission parlementaire pour la réforme de la politique culturelle. Et on est allé déposer, j'avais écrit le texte et on rentrait dans le tas. Et je suis passé aux nouvelles, d'ailleurs, à la Radio-Canada le soir, où on la voyait courir en arrière de moi. Puis, Monsieur Dubois! Puis pour me rattraper, pour me dire, faut qu'on se parle. Puis quelques semaines plus tard, elle m'a appelé. On s'est rencontrés en tête à tête, le bonheur, toi, dans son bureau, sur la plage Jacques-Cartier. Ouais. Quand je suis sorti, elle m'a expliqué c'était quoi sa politique culturelle. Là, on est dans les années fin 80, 90? Non, début 90. Début 90, voilà. Quand je suis sorti de là, j'étais sur la plage Jacques-Cartier à Montréal, pour les gens qui connaissent
un peu cette région-là. Ouais. Quand je suis sorti, je suis allé poser mon cul sur le bord de la vasque de la fontaine d'Audelin, à côté de l'hôtel de ville. Ouais. Et pendant une demi-heure, j'ai considéré la possibilité de me colisser dans le fleuve. Parce que l'enfer que cette femme-là était sur le point de déclencher était absolument total. Et elle était fière d'elle. Le fleuve a refusé. Non, je ferai pas ça parce qu'il y a du monde que je connais qui l'ont fait et je sais quel effet que ça fait. Ouais. Puis je ferai jamais ça à personne. Cette affaire-là, cette phrase-là m'a sauvé la vie de nombreuses fois parce que sinon, tu feras pis de la merde. Là, mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Elle disait essentiellement que c'est une activité économique et rien d'autre. Ah bon, ouais. OK? Ouais. Et que dans cette activité économique, ce qu'on appelle les arts, c'est l'équivalent de recherche et développement en pétrochimie. Autrement dit, et ça me l'expliquait, là. Okay. Assis devant moi, là. Ouais. Asti. Puis je l'ai pas battu, rien, là. Je suis fin. Oui, quand même. Et là, elle me dit, regardez, il faut du théâtre parce qu'il faut des décors, au théâtre. Donc, il faut des gens pour fabriquer les décors. Et ces gens-là, on va pouvoir les faire travailler quand les Américains viennent faire un film. Ah oui. La raison pour laquelle il faut du théâtre au Québec, c'est pour que les Américains aient du monde pour peindre des hosties de décors quand ils viennent tourner un film. Attendez, elle vous dit ça, là? À moi de lancer ça en pleine face. Là. Puis je veux dire, c'est un artiste qui vient dire, vous êtes une gang d'ignorants et vous êtes dangereux. Puis elle me répond ça avec un grand smile. Puis elle me donne le discours d'un speech qu'elle avait fait à Westmount la veille. Elle me le met dans les mains. Puis là, tu fais, mais elle est folle, calée. Et ça m'a pris, c'est 20 ans plus tard que j'ai fait, c'est que t'es niaiseux. Mais t'es donc ben niaiseux, mais ça n'a pas de bon sens. Cache-toi, tapon. 20 ans plus tard, j'ai compris pourquoi elle m'avait collé dans son bureau. Elle voulait que j'y dise combien je coûtais. C'est-à-dire? Faut fermer ma gueule. Ah oui, vous pensez? Je l'ai même pas... Ben voyons donc. Ça passe pas ce genre d'individu-là, ça passe pas en d'autres termes. Ouais. Et elle, là, c'est une annonce de ce qui aujourd'hui s'appelle Trump. Ah, ouais, pour moi, c'est la même affaire. C'est-à-dire? Une affaire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dehors du cash et du sentiment de puissance que je peux, ressentir. Et les individus, les êtres humains autour de moi n'existent pas. Ce sont des personnages peinturés sur le mur. Ouais. C'est l'horreur. C'est ce que je haïs de plus profondément. Alors... non, mais Lisa Frulimbert, on va la mettre en contexte parce que c'est la première journaliste sportive, femme, à couvrir les activités du Canadien de Montréal. Et d'ailleurs, Régent Tremblay, dans sa série Lancer compte, le fameux personnage de Linda Hébert, parce que je réécoute régulièrement les Lancer compte quand je cuisine. Ça fait un bruit de fond. Que de vis en ce monde. Ça camoufle le bruit de l'ébullition des chaudrons. Et Linda Hébert, qui est un personnage, la journaliste hargneuse, mais qui doit se tailler une place dans ce monde machiste. Qu'est-ce que tu as dit? Linda! Ce qu'on a dit hier, c'est entre nous autres. Qu'est-ce qui est entre nous autres? Ben, voyons donc. Tout ce qu'on a dit, Gagnon, merci. Il n'a jamais été convenu qu'on était off the record après la partie. De toute façon, moi, j'y peux rien, mon texte est déjà écrit. Excuse-moi, je suis pressée. C'est Lisa Frulimbert dans les années 70, qui après ça est devenue ministre. Elle était souvent à Bazo.tv d'ailleurs, je l'ai croisée quelques fois, et je pense que là, elle dirige l'Institut d'hôtellerie, si ma mémoire est bonne. Aux dernières nouvelles. Ils n'ont rien trouvé en Sibérie. Qui est de la culture aussi, hein? Faire cuire... Non, ça c'est de la culture. Ça c'est fabuleux, parce que vous êtes au Québec. Il y a un phénomène qui s'est développé au fil du temps. C'est absolument paradoxal. C'est tellement le Québec. Tel que je le critique. C'est pas que ça le Québec, il y a beaucoup de monde. Autrement, j'aurais crissé mon cas de pénal. Il y a beaucoup de monde que j'aime profondément. Mais les institutions, c'est de la merde. Et c'est mensonger et bon. Et alors, plus on a avancé depuis la Révolution tranquille, par exemple, et plus la définition de la culture qu'on utilise est la définition anglo-saxonne pour défendre le fait qu'on parle français. Faut être fou en tabarnak. Parce qu'en anglais, la définition de la culture, c'est l'ensemble des acquis versus l'inné. Donc, la façon de brasser la soupe fait partie de la culture. En français, c'est les beaux-arts. En français, c'est les beaux-arts, c'est la vie intellectuelle, si vous voulez, en français. Donc, Marcel Sabourin, là, il faisait une pub pour dire la culture, c'est comme une fourchette. Ça vient des anglo-saxons. En tout cas, de la conception, traditionnellement, c'est pas ça la définition française. Quand je vous disais, lors de notre première rencontre, que le français a un but de permettre le développement des sciences et des arts. C'est lié. Et nous, on flush ça, puis on prétend vouloir dépendre de français. Fuck off! Je veux dire, faut être fou, attaché, là.
C'est même pas la coquille du coconut, là. C'est rien pantoute, là. C'est 3 poils de coconut. Cette vision-là Mais attendez une seconde, attendez, parce qu'il y a un chef-d'œuvre de Madame Chose que j'ai nommé une fois, c'est assez. Oui, là, on va pas s'arracher le palais. À un moment donné, elle passe, parce que ça a été adopté, je pense que c'était à l'unanimité par l'Assemblée nationale, la cochonnerie qu'elle a pondue. À l'époque, le PQ était pas fort. Et c'était Boisclair qui était porte-parole de... Ah oui? Ouais. Il avait, en culture, c'est lui qui était porte-parole, et il avait déclaré quelque chose comme « Nous n'aurions jamais pu faire mieux ». Et je me souviens d'avoir répondu à ma radio « Toi, ta plage, ferme ma gueule ». Que je le connaissais par ailleurs, on s'était déjà croisés, ouais. Puis je le trouvais plutôt sympathique, mais là, cette fois-là, ça a fini. Wink. OK. Et à un moment donné, elle passe à l'émission de Winston McQuaid, le père de les après-midi, le père de Pénélope, qui était un formidable animateur, et un vrai amoureux des arts, qui avait animé une émission. Est-ce que les gens, la plupart des plus jeunes, présentement, ne savent pas qu'il y a déjà eu des nouvelles artistiques à Radio-Canada, à la TV? Ah, c'était pas Télex? C'était Télexar. Télexar, voilà. Chaque soir, je pense que c'était entre le bulletin principal et les nouvelles du sport, t'avais un 15 minutes de l'actualité artistique à Montréal. Animé par Winston, qui fait... Wow! À Radio-Canada? Mais certainement. Ah, regarde. Et les gens disent « Oh, c'est ça, espèce de pépin, tu trouves que c'était mieux dans le temps. » Ben oui, c'était mieux dans le temps. Et la seule raison pour laquelle je ne sais pas, c'est parce que c'est trop jeune. Ferme ta gueule puis écoute pépin. Excusez-moi. Alors, à un moment donné, donc, elle est assise devant Winston et elle lui explique. Et là, c'est presque verbatim ce que je vais vous décrire parce que c'est un peu comme tantôt je vous ai dit. Hein, quand on passe à un poil d'avoir un accident, l'image se fixe de manière extrêmement claire. Eh bien, c'est à peu près ça là, qui s'est passé cette fois-là. Elle lui expliquait, parce qu'il lui demande à un moment donné, mais pourquoi? C'est quoi la nécessité d'une politique culturelle? Voici la réponse de de Mme Frulla-Hébert. De la dame en question. Elle lui dit, écoutez, Winston, prenez par exemple le Saguenay. Hein? Nous savons, vous et moi, que les moyens de subsistance de beaucoup de gens au Saguenay dépendent de l'industrie de l'aluminium. Hein? Et donc, il est important que l'aluminium continue d'être produit au Saguenay et que nous puissions vendre notre aluminium. Donc, il faut que nous soyons productifs. Donc, il faut attirer les meilleurs qui vont faire rouler les usines. Puis ça, qu'est-ce que vous voulez, les ingénieurs? Puis ça, là, c'est des Allemands, puis des Espagnols, puis des Italiens. Puis qu'est-ce que vous voulez, se modeler la culture? Les autres, ils aiment ça. Faut leur en donner, autrement, ils viendront pas, puis on va pas de l'aluminium. Attendez, elle a dit ça. Elle a dit ça, la ministre de la Culture, tabarnak. OK. Si ça, c'est intelligent, qu'est-ce que vous appelez épais, là? Mais... cette politique-là, c'est... ça fait du bien de sortir ça à 30 ans plus tard. Mais c'est parce que l'affaire d'être assis sur le bord, l'affaire d'être assis sur le bord de la fontaine puis de faire, je me colle les stues dans le fleuve parce que ce qui est le cœur de ma vie n'existera plus dans quelques années dans la société où je vis et ça les empêchera pas de continuer de broyer en regardant le drapeau puis en écoutant Gilles Vigneault puis en disant du pays, vous êtes beau, alors qu'ils font le contraire puis que Michel Olivard va aller faire des campagnes contre Harper en disant que c'est effrayant ce qu'Harper veut faire avec la culture d'un océan à l'autre alors que le Québec a déjà accepté pire que ce qu'Harper veut faire mais qu'il n'y a pas un calice de chat qui a parlé puis que moi quand je m'ouvre la gueule le monde me dit tais-toi tu nous énerves. Tu fais là, coudon, calice, qu'est-ce que vous faites? Bon. Mais donc, c'est très douloureux. C'est une douleur physique, je comprends. Ce que je ressens, là. J'ai vraiment envie de me colisser dans le fleuve. Oui. Encore aujourd'hui? Non, à ce moment-là, au présent du récit. Parce que c'est pas la première fois qu'il y a une politique culturelle, là, quand Lisa Frulla... Non, c'est à peu près la première. Les autres, en fait, Non, il y avait eu un livre blanc par Lorrain. Oui. Le PQ qui était que j'appelle Sandal-Chat et jupes à fril. Et La Palme aussi. Attends, un instant. Oh, ça c'est trop loin. On va revenir, on va y arriver. Mais le livre blanc, c'est quand le PQ a été élu et c'était Camille Lorrain. Évidemment, l'important c'était la langue et non pas ce qu'on dit avec. Faut être fou. Alors, mais c'était ce que j'appelle armoire point de diamant, jupe à fril et sandales chol. C'était ça, là. C'est les années 70. Quant à moi, aucun intérêt. Il y a Bouleris qui était là pendant un bout de temps. Avant ça, ce qu'il y avait eu, c'était, et ça, à peu près personne ne le sait, c'est quand même assez formidable. Mais là, les gens vont penser que si je continue de chicaner de même, c'est que je suis tout le temps en tabarnak. Non, c'est faux. Là, c'est parce qu'on en parle. C'est ta mère. Non, pas toutes. Pas toutes, parce que la beauté de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, pas juste moi, la beauté de l'imaginaire dont je parlais tantôt. Moi, je l'ai. Personne ne peut vous l'enlever. Mais je sais que
plein de monde long. Ouais. Et c'est en partage. Je suis pas exceptionnel. Moi, ce qui est exceptionnel dans mon cas, c'est d'en parler, puis d'en parler de cette manière-là, et de le défendre de cette manière-là, alors que beaucoup le subissent presque comme une malédiction. Parce que aimer la beauté dans cette société, par moments, ça peut ressembler à une malédiction, tellement nous sommes... Non, mais nous sommes soumis à une gang d'abrutis. Je dis, bon, voilà. Ouais. Et ben je suis absolument pas amer. Pas tout. Je ris, ça n'a aucun bon sens. Bon. La beauté de la vie est une affaire dont je ne me rassasie pas. Ma seule tristesse. Il va falloir que je parte, asti. Ouais. Il y a peut-être autre chose. Calvaire. Oh, peut-être, mais je compte pas là-dessus. Mais donc, d'entendre ces choses-là. Et d'autant plus que j'avais découvert, donc, à un moment donné, en essayant de comprendre d'où vient cette haine dans les institutions et dans la bouche de nombreuses personnes qui promeuvent nos grandes institutions, les syndicats, l'éducation, le gouvernement, envoyez, là. À Québec, pas à Ottawa. À Québec. Ottawa, très différent. Il n'y aurait jamais eu d'Adrienne Clarkson élu lieutenant-gouverneur à Québec. Adrienne Clarkson, qui était une journaliste culturelle extraordinaire. Qui était la conjointe de Johnson, hein, c'est ça? Tout à fait, ouais, ben, elle existe par elle-même aussi, là. Mais les deux, mais c'est méchant duo. Et ça donne mais moi, quand j'ai découvert, j'étais en train de lire Les Bâtards de Voltaire. Et monsieur, t'as tout un choc, ça. Ouais. Mais moi, John, je l'ai connu, c'est un ami, je l'ai connu avec les Bâtards de Voltaire, parce que c'est une amie qui, à un moment donné, m'avait dit, faudrait que tu lises ça, là, La trahison de Rousseau. C'est bien bon. Puis, on a beaucoup ri par la suite. Et c'est un livre qui date des années 80, mais qui est encore tout à fait juste, qui demanderait à être complété, par exemple, parce que évidemment, il y a des choses qui ont évolué. Tout à fait. Ouais. Mais donc, et par John, j'ai connu Adrienne qui à un moment donné m'avait demandé de faire des traductions, tout ça. Puis ensuite, quand elle a été nommée gouverneur général, il m'avait invité à aller avec... parce que quand un gouverneur général est nommé à Ottawa, sa première visite sur chacun des territoires constituant le pays... province et territoire, doit être une visite officielle. OK? Donc, il y avait toute une série et ils allaient, je pense que c'est les territoires du Nord-Ouest, comme ça, ils n'avaient pas encore changé de nom, puis ils m'ont demandé si je voulais y aller. C'était une occasion qui se représente jamais dans une vie. Ça te coûterait une fortune. C'est là que vous êtes devenu fédéraliste? Que jamais de la vie. Jamais de la vie. Et la question n'a jamais été soulevée entre nous. Je suis déjà resté assis pendant le Haut-Canada un soir de première à l'opéra ou à l'opéra du CNA. OK? Mon chum voulait mourir. Toute la salle était debout autour de nous à chanter le Haut-Canada. Moi, j'étais assis. Puis c'est Jules Léger qui était gouverneur général. Il était dans sa loge avec les armoiries. J'ai été pas juste pas juste indépendantiste. Farouche. Jusqu'à temps que je me rends compte que c'est la merde. Bon, là... on y reviendra une autre fois. Ah oui, tout à fait. Bon. Mais vous avez déjà plusieurs raisons que j'ai déjà évoqué plusieurs des raisons. On commence tranquillement à comprendre. Donc, à un moment donné, il a fallu que il y avait le travail, donc, sur le terrain. Le terrain étant moi-même ma tête, c'est-à-dire, quand je m'installais devant une feuille, écouter en moi qu'est-ce qui se passait, comment je vivais ça, une idée qui apparaît. C'est extraordinaire. Vous avez pas idée de ce que c'est. Peut-être que vous le savez, puis vous voulez juste pas en parler. Mais quand un personnage apparaît et se met à t'expliquer des affaires, à t'engueuler, parce qu'il y a des choses dont t'as peur, et que le personnage t'engueule. Ça, c'est vrai, ça. Ah, calvaire, si c'est vrai, toi. Écoutez, moi, j'ai pas écrit comme vous dans ma vie, mais j'ai quand même assez écrit pour arriver à un point qui est peut-être le début de ce que vous essayez de nous communiquer, un point où il y a des choses qui apparaissent que j'ignorais totalement leur existence. Eh ben, vous ne les ignoriez pas. Sauf que... Et je suis toujours étonné. Il fallait passer par des canaux. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas susciter d'idées. Tout ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous pouvez créer des conditions propices à ce que si ça y tente, à se pointe. Et quand à se pointe... dire oui. Oui, c'est ça. Oui. Et il y a des fois que vous préféreriez vous mettre la tête dans le poêle. Parce que... je suis pas arrivé là encore. Parce qu'il y a des fantômes. Les fantômes, ça existe. Mais c'est nous qui les sécrétons. J'ai vécu ça, moi, là, à un moment donné, être en train d'écrire une pièce, puis à un moment donné, ça s'appelait Ne blâmez jamais les Bédouins, c'est ma deuxième pièce, et ça faisait 2 jours, 48 heures que j'étais debout, et que j'écrivais, et ça sortait à une vitesse. Mais là, ça m'étonne que le papier ait pas pogné en feu, là, tellement ça sortait vite. Et pourtant, relisible, c'est quand même invraisemblable, à la vitesse... Même en temps normal, quand je suis relax, c'est à peu près pas lisible ce que j'écris. Mais là, j'écrivais à une vitesse folle, puis c'est tout lisible. Bref.
Et là, à un moment donné, ça a fait, là, ça n'a pas d'allure du bois calvaire. Faut que tu sortes, j'habitais un 3e étage, un taudis, près du métro Saint-Laurent. Et là, arrête ici. Alors, je ramasse mes feuilles, je fais une pile, je mets ça sur une chaise, puis là, je décide de passer un petit torchon sur la table, puis je tasse la chaise, puis je la rapproche de la porte de sortie, je fais un petit peu de ménage, je vais prendre un bain vite, je m'habille, blablabla. Et là, j'arrive pour sortir de l'appartement, et la chaise sur laquelle était le texte était entre la porte et moi. Et les personnages étaient debout de sa chaise et faisaient « Tu ne sors pas d'ici! » Mais voyons. Tu nous as mis dans marde, mon homme. Parce que c'était 3 personnages qui sont prisonniers dans le désert et ils sont prisonniers de leurs fantasmes. Et la charge des personnages, si j'avais été filmé, là, comme si j'avais frappé un mur. Bing! Comme dans Lucy, quand elle arrête les tueurs chinois, là, les Coréens, là. De même. J'ai arrêté. Et là, ça a fait de 2 choses une. Si j'essaye de finir la paix, d'abord, ils vont me rendre fou. Parce que ça veut dire que j'abandonne toute volonté. Attends. J'ai fini par trouver, je sais pas où, j'ai trouvé l'énergie pour soulever la chaise qui pesait 48 tonnes, à la crisser de côté et à débouler l'escalier en partant. Là, je suis arrivé sur le trottoir, puis j'allais dans un petit restaurant grec pas loin qui était absolument extraordinaire. Ça m'a pris 6 mois retrouver le fil de ce que j'étais en train de faire. J'étais plus capable de lire ce que j'avais écrit pendant les jours précédents. Fait que c'est vrai, ça. Les personnages... Et je peux pas vous dire, tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai vécu. Si c'est pas vrai, j'ai vécu quelque chose qui est pas vrai. Regarde. Écoutez, René Dubois, la semaine passée, je suis allé à Sainte-Hyacinthe au salon du collectionneur. Il y a 2 semaines. Je fais ça des fois, je vais dans des salons de collection. Là, il y a toutes sortes de vieilles affaires. Why not? Trop cher. Bon, avec mon petit garçon. Et il s'est endormi, on est en auto. Et j'écoute assez souvent Radio Ville-Marie. Parce que ça me change. Oui. Des mêmes voix qu'on entend aux autres radios. Les mêmes propos. Oh, que c'est dit poliment aux autres radios. C'est ça. Ça dit Radio-Canada, entre autres. Et là, il y a Arlette Couture qui est en entrevue. Ah bon? Ouais. Arlette a parlé de ça? Ouais, elle dit, puis je la connais un peu parce qu'elle a écrit, je pense, Le Sorcier, puis Les Filles de Caleb. C'est Arlette? Il me semble que oui. C'est ça. Il me semble que oui. Le Sorcier, je suis pas sûr. Mais en tout cas, à part de ça, ces romans... C'est que je sépare tellement les personnes des œuvres que je me souviens de l'avoir déjà rencontrée, puis d'avoir jasé avec elle, puis qu'on avait ri. Sûr de ce qu'elle a écrit. Mais je suis moins sûr de ce qu'elle a écrit. Mais c'est Les Filles de Caleb, et blanche, et bon. Enfin, bon. Et elle raconte à un moment donné, puis moi, à chaque fois que j'entends ces anecdotes-là, je suis comme, bon, voilà l'autrice ou l'auteur qui magnifie son travail. Elle dit qu'elle est en train d'écrire et elle a reçu un coup de poing d'en face. Ouais. D'un de ses personnages. Puis elle a reculé sur sa chaise. Oui. Ça, c'est la mise en forme linéaire. Elle a reçu un coup de poing. C'était que vraisemblablement, s'il y avait eu une caméra dans le coin de la pièce, vous n'auriez pas vu la tête partir de côté. Mais elle a dit que oui. Mais bon, ce qu'elle a ressenti, c'est l'équivalent de la force cinétique d'un coup de poing parce que ça passe par le système nerveux, la sensation de recevoir un coup de poing. Or, qui c'est qui est dans le système nerveux? Qui c'est qui est dans le système nerveux? L'imaginaire. Coucou! Regarde. Bon, OK. Ça donne le goût d'écrire. Plus. Oui, mais il y a des gens qui ne le supportent pas. J'ai connu des gens et j'ai beaucoup de respect. Il y a eu une époque où ça me révoltait puis j'essayais de les convaincre que c'était une erreur idiote de ma part. Mais des gens qui ont friqué. Parce que c'est d'une telle force. Quand tu commences à écrire puis que tu te rends compte que tu n'es plus capable d'arrêter hier soir, puis là, tu as des cours demain matin. Là, il est rendu 3 heures du matin. Là, le genre de folie que j'ai faite la nuit dernière, par exemple, en me racontant par 8 portes différentes qu'on pourrait aborder. Et d'ailleurs, ce qu'on fait présentement, aucune ne ressemble à ce que j'avais fantasmé. Mais fantasmer, c'est un peu de péjoratif. Bref. Je comprends. J'ai énormément de respect pour ça. Regarde, je vais vous ramasser ça dans une image. Ce dont nous parlons ici, là, c'est la force qui a fait qu'il y a du monde qui se sont mis à empiler des blocs dans le désert d'Égypte. Ouais. Avez-vous une idée de la force que ça a? Ouais. Ou dans la jungle du Cambodge? Et de la coercition que ça a pris. Et pour ceux qui ne participaient pas de la messe. C'est ça. Mais pour ceux qui étaient saisis par cette image-là, rien n'était trop beau à sacrifier, que ce soit de leur propre part ou de la part de ceux qui étaient soumis à leur autorité. Si tant est que c'était bien comme ça, il y a des gens qui sont moins sûrs maintenant que c'était comme ça, mais bon. Connaissant la nature humaine... Mais ce qui est certain, c'est que ce soit Notre-Dame de Paris, que ce soit le temple d'Angkor Wat, que ce soit la pyramide du Soleil, la force que... Le château Frontenac. Ah oui, certainement. Et le château Ramsey. la force, sans compter le McDonald's au coin d'Atwater. La force qui a permis à ça d'émerger du sol, c'est ce dont nous parlons ce matin. Là.
sous une autre forme. Ouais. Non, je comprends. C'est pas une petite énergie, ça là. Ouais. Et ça là, ça fait des guerres mondiales. Oui. Et ça fait... Si tu t'imagines que c'est toi qui ronne, d'où ma crainte quand les gens disent l'imagination, ça n'existe pas. Votre négation de ça est pire que tout, parce que ça signifie qu'elle a une emprise sur vous dont vous ne pouvez même pas subodorer la puissance. Ouais. Vous êtes dans la négation totale, et ça veut dire qu'elle est vraisemblablement extrêmement puissante, sans jouer à psychologie à Saint-Saëns, parce qu'encore une fois, je ne suis pas docteur. Ouais. Vous auriez voulu l'être, mais vous ne l'êtes pas. J'aurais voulu l'être, oui. Est-ce qu'on peut parler... Oui. Juste terminer pour boucler un peu un pan. Cette courte introduction. Y avait-tu une question au début de ça? Ce que j'appelle une culture, c'est la structure de l'organisation de l'imaginaire qu'on a de soi, du monde dans lequel on est, et des interactions entre le monde où on est et soi, et entre soi et le monde dans lequel... C'est 4 affaires différentes. Et des fois, c'est même pas les images, c'est juste la structure, comme la tour Eiffel, mettons en métal, sur laquelle les images sont punaisées, comme sur un post-it de frigidaire intérieur. Ouais. Et c'est ça qui est la culture, c'est la représentation du monde. Ce qui fait que, contrairement à ce que les gens s'imaginent que si on n'a pas la même culture que quelqu'un, on va nécessairement s'affronter. Faux. Si la structure est la même, vous pouvez avoir 2 personnes qui sont dans des camps opposés, mais à s'entrégorger, mais qui vont se comprendre comme ils ne comprennent jamais personne dans leur propre communauté, parce qu'ils reconnaissent la structure chez l'autre. C'est pas la nature des images qui sont punaisées sur la tour Eiffel qui sont importantes, c'est la structure d'ingénierie. Et la structure de Lisa Frula, vous trouvez qu'elle est... monstrueuse. Ouais. Elle est monstrueuse parce que ce n'est pas qu'elle ait cette représentation-là, c'est qu'elle soit une militante féroce. Ouais. Mais là, elle n'est plus là. Je disais, ça prend 30 ans. Une politique culturelle, ça prend minimum 25 ans avant de commencer à porter fruit. Il faut qu'il y ait toute une génération qui ait poussé dans le monde après qu'elle ait été... Est-ce qu'on est ailleurs? Mais présentement, on recommence pour la 48e fois dans ma vie à entendre des artistes broyer puis dire mais il n'y a plus de théâtre, on n'a plus d'argent, on n'a plus de moyens, je suis plus capable de les entendre parce que je sais qu'étant donné la culture collective, parce que la culture dont je parlais tantôt, c'est la culture individuelle. La culture collective, c'est un autre paire de manches, le gars. Étant donné cette culture collective et ce qui domine, le fait que les artistes ont refusé de s'opposer à Frula, parce que Frula, elle, a fait... C'est une panthère noire qui a décidé qu'elle mangeait ce jour-là, puis ce qu'elle mangeait, c'était la culture. On peut pas, c'est pareil comme Bush. Je ne reproche pas à Bush d'être Bush. Je reproche aux démocrates d'avoir agi comme des pieds. Bush ou Trump? Trump, pardon. Ouais, c'est ça. C'est pareil avec Bush. C'est pareil. C'est juste un télescopage temporel, c'est tout. Mais, on dirait qu'avec Trump, je m'ennuie de Bush un peu, ça, c'est dire. C'est inséparable. OK, ouais, c'est ça. Trump et Trump. Oui. Tu peux pas y reprocher d'être qui. Non. Mais il y avait des signes annonciateurs et les démocrates, depuis 40 ans, ont agi comme des crétins. Ça, c'est vrai. Et non seulement ils ont agi comme des crétins, ils ont empêché la mise en place de garde-fous qui auraient pu retarder l'arrivée du monstre. C'est bien plus... Je suis en fait, à de nombreux égards, assez d'accord avec la critique que Bernie Sanders, cette semaine, a formulée. Moi, j'ai parlé de Jason Nicole qui a fait... Pourtant, j'arrive à partager l'opinion de Bernie Sanders sans me prendre pour Jean-François Lisée. Ce qui est une bonne chose. Oui, parce qu'il avait dit ça quand il était à la chefferie du Parti québécois, qu'il se considérait comme le Bernie Sanders dans la course à la chefferie. Je me souviens que je m'étais écrit que j'espérais que son médecin allait revoir sa prescription. Ou c'est peut-être son épouse avec ses pierres minérales. Là. Peut-être que... je suis pas au courant de ça. Moi, les vies privées, je suis pas très... Quoi qu'il en soit, je sais pas si on est encore ensemble. On s'entend pour dire que quand la personne dont je parle, quand je parle de la Madame Chose, c'est pas de la personne que je parle. Oui, non. C'est du personnage politique, c'est de la fonction politique, c'est l'incarnation politique. Et elle a joué un rôle, elle a trippé, elle a fait du cash métaphoriquement. Je dis pas qu'elle s'enrichit. Du capital. Elle s'est fait du capital, voilà. Culturel. Qui dure, puis elle continue de runner. Et ça, c'est du militantisme puant. Pour ce qui, à mon sens, est à peu près de pire. Et ça a
ça m'a amené, quand elle l'a fait, et ça avait déjà commencé avant, puis ça a continué par la suite. C'est ce qui a amené, on va peut-être parler plus tard là, de mon blog où il y a des bouts d'un essai sur lequel j'ai travaillé. Oui, on y arrive. Et ça a donné tout un, comment dire, un relief et une nouvelle vigueur à quelque chose que j'avais découvert par hasard dans les années 80. À un moment donné, je suis tombé presque littéralement en bas de ma chaise. Quand à un moment donné, on m'avait dit, il faut que tu lises le magnifique bouquin de Georges-Émile Lapalme qui s'appelle Pour une politique. Oui. Alors, Pour une politique, c'est le document qui accompagnait le programme. Georges-Émile Lapalme avait été le chef du Parti libéral avant Lesage. Oui. Jusqu'en 56-7. Ouais. Puis quand Lesage a pris la place parce qu'il était plus photogénique, plus bel homme du Québec, puis que l'autre était d'une autre génération et un peu, un peu plus classique. Comme dirait ma grand-mère, avec un physique difficile. C'était délicatement posé. Lesage a donné à Georges-Émile Lapalme, enfin le Parti libéral a donné à Georges-Émile Lapalme le mandat de préparer le programme, avec d'autres bien entendu, de 1960, et surtout l'explication du programme. Ouais. Qui c'est Donc on n'est même pas dans l'idée d'un programme culturel. Là. C'est juste... En 57, il me semble que c'est 57, il le sort. L'article 1 du programme libéral de 1960, c'est la création du ministère de la Culture. Oui, c'est ça, voilà. L'article 1, ça n'a pas été fait. Ouais. Ils l'ont fait pour la forme et c'est immédiatement... C'est quand même parlant, ça. C'est devenu immédiatement un placard à balai pour cacher les vadrouilles qui sont moisies. Ouais. Et d'ailleurs, Georges-Émile Lapalme va être le premier à être installé sur le fauteuil de ministre de la Culture. Et il va claquer la porte en poussant un rugissement d'enfer en 63. Et il écrit une lettre de bêtise. Mais là, à l'acide sulfurique à Jean Lesage, à toi, moi, tabarnak. Il parle, il s'exprimait pas comme ça. Mais si je traduis en termes contemporains, toi, moi, tabarnak, tu m'as poignardé dans le dos. Tu m'as donné les moyens. Tu as fait semblant de me le donner avec juste les moyens de dire non, pas ceux de dire oui. 15 ans plus tard, on est rendu en 1976. Jean-Paul Lallier, qui plus tard va être maire de Québec, et il se ramasse ministre de la Culture. Et il commande un livre-verbe. Les livres, ici, on les collectionne. Pour ça, il y a de l'argent. Ouais. Ça, puis les tunnels à Québec, là, ben, toi, chose, on en a, le vêtement 8, c'est pour l'emporter. Alors, Lapalme écrit, et ça commence en disant, le ministère de la Culture a 15 ans de survie dans des conditions difficiles. Ouais. Et moi, je suis en 90 à peu près, donc je suis 15 ans après le livre de Lallier, et je fais c'est encore pire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça, cette style d'affaire-là? Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Lapalme avait prévenu, Lapalme disait en 57, on joue de la trompette et du violon quand on parle de la culture, mais il n'y a jamais rien qui est fait. En 75, Lallier dit que c'est pas mieux, étant donné que les mandats se sont multipliés, que les demandes se sont multipliées, on est dans la chenoute jusqu'aux oreilles. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai parlé de ça à un moment donné dans un document, puis j'ai croisé une fois M. Lallier par la suite, quand il y avait eu l'émission de Bernard Pivot à l'Hôtel de Ville à Québec, dont je faisais partie. Puis je l'avais croisé, je me souviens plus où c'est-tu là ou ailleurs, puis il m'avait lancé un regard méchant, comme si je l'avais accusé de faire partie de ça, alors que pour moi, je dis toujours, j'avais dit d'ailleurs à Tout le monde en parle à un moment donné, il y a eu en réalité, tous les gens qui ont occupé le fauteuil de ministre de la Culture devraient être, par la loi, obligés de se promener avec un sac de papier brun quand ils sortent sur la tête, quand ils sortent dans la rue. Sauf une personne et demie. La personne complète, c'est Georges-Émile Lapalme. C'est le seul qui a essayé quelque chose. Et la demi-personne, c'est Jean-Paul Lallier. Pas parce que je comprends pas pourquoi il était fâché, là. Voyons, une demi-personne. Mais c'est pas parce que je trouve que c'est pas important ce qu'il a fait, c'est que quelques mois plus tard, le PQ a été élu, donc il n'a jamais rien pu faire. Donc, c'est resté lettre morte. C'est juste pour ça qu'il est demi. C'est pas un jugement sur la personne, c'est un jugement sur le projet. Sur le fait que le projet a écrapouti et que le PQ a recommencé à faire ses danses en sandales folles. Alors, et après ça, l'étape d'après, alors, Lapalme, en 57, Lallier, Frula. Et là, on ferme les livres. Il n'y en a plus. C'est de la business. Fermez vos yeux. Puis si vous n'êtes pas capable de rapporter de l'argent, crevez. C'est pas intéressant. Faites d'autres choses ou allez-vous-en. Ce qui fait que, à de nombreux égards, nous sommes revenus où nous étions au 19e. C'est pas une joke. Alors, vous aviez des chanteuses d'opéra québécoises qui allaient chanter à Covent Garden et que personne ne connaissait ici, sauf par les journaux. Alors, maintenant, alors, les deux capitales culturelles. Il y a deux capitales culturelles au Québec. OK. Las Vegas et Hollywood. Oui, c'est vrai. Céline et Denis Villeneuve. Oui. Et c'est absolument, il n'y a aucun reproche qui s'adresse à ces deux individus-là. Je ne sais pas Céline, c'est notre Céline. Mais je dois dire qu'à Moyu, aux Olympiques, à Moyu,
elle m'a varlopé. Vraiment, et j'ai jamais été très, très hot. Je me souviens de la première fois qu'elle a fait un show, c'était au Théâtre Saint-Denis, puis j'étais passé devant le théâtre, puis il y avait une photo d'elle en pied dans la vitrine, grandeur nature, puis il était écrit « Le poulet fil à la Kentucky présente Céline Dion », puis j'ai failli me faire écraser en tombant de rire dans le milieu de la rue. Bon, ce que je voulais, je vous Et dis. le poulet frit, c'était pas Renan Gélil. Non. C'était le coq. Bref, c'est formidable ce qu'elle a fait. Tant mieux. Youpi, good. Et Villeneuve, je trouve ça. Puis je suis un adorateur de Frank Herbert, là. Alors, la côte est haute en montée. Donc, en fait, c'est deux incarnations de l'idéal culturel. Ah, mais c'est pas juste. Avant ça, c'était Simoneau. Avant ça, c'était le Cirque du Soleil. Continuellement. C'est pas ici. Ici, tu peux bien dire ce que tu veux. Personne ne va en parler. Quand Radio-Canada, et ça fait 30 ans que ça dure. Depuis Frula, c'est la même époque. C'est pour ça que je vous dis, Frula, c'est un aspect de la boule de miroir, mais il y en avait d'autres. Radio-Canada vous parle du festival de jazz pour vous dire qu'il y a eu 1 500 000 entrées et puis qu'ils ont vendu tant de tonnes de popcorn et puis je ne sais pas combien de palettes de chocolat. T'auras pas un hostie de mot sur ce qui s'est chanté. Ouais, je comprends. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire parce que les êtres humains, ça veut rien dire. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a rien. C'est des robots, puis ils sont dessinés sur le mur, puis fermez vos gueules, mettez-vous en rang, puis payez. Bon, là, malheureusement, le temps file. Tout ça pour dire c'est pas une créature de l'imaginaire. Tout ça pour dire, je vais sauter vite à ma petite conclusion, pour pouvoir y revenir une autre fois si vous voulez. Bien sûr, ben oui. Par rapport à ce qui s'est passé cette semaine. Ce qui paraît peut-être pas, c'est que dans ce que je viens de vous décrire comme mécanisme de l'imaginaire, c'est qu'on peut rentrer dans l'imaginaire de quelqu'un. Et on peut dribbler avec, la seule condition, c'est de connaître certaines des clés culturelles, donc certaines des clés de la représentation du monde, certaines des clés de la représentation du monde dans la tête du monde là. Et là, tu rentres dans sa tête, puis là, tu joues du ballon comme au basketball. Et c'est exactement ce que Trump a fait. Wow. Regardez, il y a un mythe aux États-Unis qui est le mythe du pragmatisme, entre autres à gauche. Les Américains n'auraient pas d'opinion. Eux autres, ce qu'ils voient, c'est la chose elle-même, ce qui est de la foutaise totale. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Mais ils sont convaincus de ça. Ce qui fait que quand ils ont vu la grosse crotte de fromage jaune-orange se mettre à danser sur la scène, ils se sont dit, voilà, il est débile. Non. Il était en train de faire exactement ce qu'il faut faire pour amener les gens à s'ouvrir à ce qu'il va faire avec les images dont eux-mêmes sont porteurs et il va les manipuler comme il veut. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé à m'intéresser à des phénomènes comme ceux qu'on évoque aujourd'hui, il y a 40 ans, dans un premier temps, dans ma toute première pièce, Panique à Longueuil, à un moment donné, bon, là, il y avait quatre interprètes sur la scène, mais il y avait beaucoup de personnages. Tu avais un personnage central qui rencontre les uns à la suite des autres, ses différents voisins, et il coule de plus en plus dans une paranoïa démente, absolument démente, et les personnages sont de plus en plus fous et délirants. Bon. Alors, les trois autres interprètes, parfois, étaient assis le long du mur. On appelait ça le banc des joueurs. C'est un tout petit théâtre sur Radé-Lévesque. Et à un moment donné, je m'étais dit, je le fais pas. Ah oui, je le fais. Pendant une scène, pour faire monter la pression, les trois acteurs qui étaient installés dos au mur se mettaient... Puis à mesure que la pression sur M. Arsenault, le principal personnage, augmentait... Si vous faites ça sur une scène, plus subtilement que ce que je fais, c'est la même chose que quand vous vous couchez avec votre blonde ou votre chum. Oui. Vous mettez votre bras sur l'autre personne et vous accordez votre respiration à la sienne. OK? C'est la même chose. Vous pouvez faire hyperventiler une salle presque au complet. Il y a toujours des gens qui vont être rébarbatifs, qui embarqueront pas. Et je l'ai fait. Et là, je dois dire que le petit cul que j'étais, j'avais 24 ans, en fait, je le savais que ça marcherait, mais pas à ce point-là, parce que j'étais assis dans la salle, il y avait 2 cues de lumière, c'est moi qui les faisais dans le fond de la salle, c'est tout petit, il y avait 50 places, Café Néligan, et je voyais les têtes, je voyais les nuques se durcir parce que les gens étaient faits, qu'est-ce qui m'arrive? Bon. Et là, j'avais eu l'idée, je vous jure, je vais écrire une pièce dont le but va être qu'à la fin, le monde se lève pour chanter avec le héros parce qu'il y a un personnage qui meurt et les gens sont totalement révoltés par ce qui arrive et ils vont se lever debout totalement dans l'émotion. Donc, on va tout construire en fonction de ça, dans l'identification à la personne. Et quand tout le monde est debout en train de chanter la revanche, tu rallumes la salle, tu déroules un écran puis c'est un speech d'Hitler.
Et le but n'était pas de rire du monde, le but c'était de dire aux gens, regardez à quel point c'est facile de nous faire lever. Vous avez fait ça? Pas vous, moi. Non. Et j'ai deux amis qui ne se connaissaient pas, d'ailleurs, qui les deux, quand je leur ai raconté ça un soir sur la brosse, dans des soirs différents, ben, j'ai pris plusieurs brosses, donc j'avais l'occasion. En fait, toi là, si jamais je te vois sur le point de faire ça, je t'attache sur un fauteuil. Tu vas te faire égorger vivant le monde. Puis je fais, mais non, c'est pédagogique. Puis c'était vrai, là, dans ma tête. Puis ils m'ont expliqué, regarde, jamais personne va comprendre que c'est pédagogique. Tu vas être accusé de... Donc, c'est quelque chose, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé, je savais comment ça marchait. Et là, à un moment donné, je voyais passer des bouts de Trump qui faisaient ces petites danses mongoles. Pardonnez l'épithète, c'est vraiment pas délicat. Puis je faisais, mais... Et les propos aussi. Ou bien il est vraiment fou, mais à ce moment-là, ça n'a pas de bon sens. La machine va s'effondrer, la machine ne s'effondrera pas. Donc, lui n'est pas assez intelligent pour l'avoir fait. Ça veut dire que dans les gens autour de lui, il y a du monde qui y ont pensé, et les gens qui ont écrit le projet 2025, ça fait 40 ans qu'ils se préparent. Ils savent comment ça marche. Non, c'est ça. Sauf que ce qui est terrible, c'est que ni les médias, faut le faire en asti, ni le Parti démocrate a rien vu. Et c'était gros comme un éléphant. René Dubois, ça me fait penser, j'ai lu un texte cette semaine dans un média français de gauche. Ça n'existe plus. Un eschatologue nous expliquait l'anecdote des immigrants qui mangent des chiens puis des chats. Lui disait, vous avez tous trouvé ça ridicule, mais les gens, les croyants chrétiens aux États-Unis, eux, ils ont exactement compris de quoi il s'agissait. Exactement. Et c'est un peu le même mécanisme, d'aller jouer dans le récit. Sauf que c'est pire parce qu'il faut que tu rentres dedans. C'est pas juste de l'utiliser. Parce que dans le fond, c'est un récit biblique là, qui expliquait... oui, mais là, c'est sûr que c'est... C'est vieux comme le monde de dire que les étrangers mangent des bébés, on l'a fait avec les Juifs pendant longtemps. Oui, ici, l'affaire Plamondon, avant la Première Guerre mondiale, à Québec. Mais oui. L'affaire Plamondon... des pas derniers... l'avion qui explose avec la statue. Non. Le notaire Plamondon qui était à Beauport, qui avait accusé les Juifs de manger des bébés. Voilà, c'est ça. Puis les Juifs avaient contre-attaqué et c'est ce qui a amené la création du Conseil juif. Parce qu'ici, ils avaient eu un sort privilégié par rapport au reste de certaines régions de l'Empire. Puis ils ont fait, oh non, ça ne passe pas. Et à la même époque, tu avais les pogroms organisés par le tsar en Russie. Puis le Québec est tourné de niveau. Donc l'eschatologue, c'est vieux comme le monde. Tout à fait. Et c'est un message... Oui, sauf que l'utilisation mécanique des procédés dont je vous parle aujourd'hui est différent. C'est pas juste que tu l'évoques et tu t'en sers, c'est que tu le rentres, tu l'injectes dans le système de l'autre et tu rentres avec ta voix, entre dans la tête de l'autre et accompagne les images des chiens bouillis puis des petits chats en train de se faire égorger. OK? Et la clé de ça, je regardais ça puis je me disais, il y a quelque chose qui marche pas pendant toute la deuxième partie à partir de la tentative d'assassinat. Oui. Bon. Oui. De Trump. De Trump. Puis je faisais, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Puis c'est comme un peu, je vous disais plus tôt, le popcorn, faut attendre qu'il saisisse. L'idée, elle venait pas. Parce que c'est loin dans ma vie, là, quand même, cette période-là. Et c'est le soir de l'élection. Écoutez, j'ai failli exploser. Sérieux, là, dans ma tête, là, c'est une bombe atomique que j'ai vu un ami 24 heures plus tard, puis j'ai dit, écoute, j'ai de la misère à parler, parce qu'il y a tellement d'affaires dans ma tête, là. Et là, d'une telle force, c'est comme si tout à coup les digues avaient lâché. Alors, j'écoute MSNBC, et à un moment donné, il devait être à peu près à 10h, 10h30, heure de Montréal. Oui. Et il y a un des commentateurs ou journalistes qui raconte que pendant la campagne électorale, mais je me souviens pas si c'était la présidentielle ou Chambre des représentants ou Sénat, mais c'est une des campagnes électorales, parce que c'est tout en même temps. Il était dans un État quelque part du centre au sud, là, peut-être Tennessee ou quelque part dans ce genre-là. Oh, quelque affaire dans ce genre-là, ils vont m'aimer, les gens du Tennessee. Il dit, tout à coup, il s'est produit cette chose étrange, et c'était pour montrer à quel point les magas savent pas ce qu'ils font. Il dit, on interviewe un ouvrier qui nous dit, écoutez, je ne me résous pas à voter pour Biden parce qu'économiquement, ça n'a vraiment pas été terrible. Et là, le journaliste commente, mais vous vous rendez compte, ce gars-là a un emploi parce que Biden a mis sur pied les programmes de réforme des infrastructures. C'est grâce à ça qu'il mange, il s'en rend pas compte. Et là, j'ai fait, c'est d'épais, c'est de ça que et c'est là que ça a cliqué. C'est-à-dire que tu peux arriver à rentrer dans la tête de quelqu'un avec une telle force
Vous avez parlé tantôt de c'est quoi les 4 faces de ce que c'est une culture. Oui. Représentation de soi, du monde et des allers-retours entre le monde. Oui. Tu peux arriver à remplacer la perception du monde dans la tête de quelqu'un et la remplacer par ce que tu veux. Et c'est exactement ce que l'ouvrier a fait. Et là, tout à coup, tu avais un exposé en une phrase, juste ça, là, la soirée électorale était finie. Là. Ouais. Il est rentré dans la tête d'un ouvrier et ça a remplacé la réalité. Parce que nous n'avons pas accès à la réalité. Nous n'avons accès à la réalité qu'à travers les représentations linéaires que nous essayons de nous en faire. Mais dans les faits, c'est une représentation totalement éclatée. Et si quelqu'un arrive à saisir 1, 2 ou 3 morceaux de popcorn, pour rester dans mon analogie bébête, tu peux faire ce que tu veux avec le monde qui sont en face de toi. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est le grand talent de Donald Trump. De son Et équipe. de son équipe, ouais. Je pense que lui, c'est une marionnette. Il y a Intéressant. un restant de marionnette qui est plus. Et c'est pour. Et tout l'État. Et je me demande, je vais jusqu'à me demander si le fait que ce soit un personnage aussi véreux ne fait pas partie du plan. Du plan de contact. C'est-à-dire, si on est capable de faire passer une merde pareille pour un être éclairant, on peut tout faire passer. Mais Chris, ils ont réussi. Fait que le Deep State, yes, sir. c'est ça. C'est la gang, les faces à claque. Nous venons d'entrer, cette semaine, nous sommes entrés dans l'ère des dégoûtants. Ouais. Ça faisait longtemps que ça se préparait. J'en voyais des signes depuis les années 80. Ça a commencé à l'époque de Reagan. Ça a été les premiers coups de semonce. Parce que mais en fait, ça remonte bien plus loin que ça. La droite américaine n'a jamais accepté le New Deal. Ouais. Le monde pouvait crever. Il s'en sacrait. Mais il n'était pas question que l'État s'en mêle. Sauf que ça a marché, ça a reparti. Les barrages appartenaient au gouvernement. C'est absolument inadmissible pour les Hearst de ce monde. Citizen Kane. Ouais. C'est pour ça que Orson Welles a fait son film. Bon. C'est un monstre. C'est-à-dire, voyez comment il nie le monde, comment il s'approprie le monde. C'est exactement ce dont je vous parle. Alors, là, il y a la crise économique, on bâtit des barrages, on s'en sort, il y a des espèces de groupes communautaires c'est extraordinaire ce qui se passe aux États-Unis. Et là, vraisemblablement, durant cette période-là, la droite américaine devait faire, attendez, mais tabarnak, on vous poigne d'un coin, vous allez, la job de genoux à coup de crowbar qu'on va vous faire, ça va être de toute beauté où ça aller. Sauf que là, t'as la Deuxième Guerre mondiale qui éclate. Et c'est pas pour rien que les Américains veulent pas intervenir en Europe. Au Japon, oui, mais en Europe, non. Je pense que pour la droite américaine, on s'en calisse, là, il fera plutôt notre affaire. Puis, j'allais dire Duplessis. Non, Mussolini aussi. OK? Ouais. Et là, après ça, là, tu repars la machine à fond, complètement shootée, puis il faut rebâtir l'Europe pour partir l'Asie, etc. Donc là, ils n'ont pas le temps de réfléchir, ils ont trop d'argent à compter. Bon. Et là, c'est les Glorieuses. Ouais. Et puis après ça, où c'est qu'on arrive? T'as la guerre du Vietnam qui va un peu fucker les affaires, mais là, où est-ce qu'on arrive? Reagan. Ouais. Dès qu'ils ont une chance, c'est Reagan. Et là, c'est absolument fabuleux, parce que Reagan, qui est une espèce de vedette cheap de deuxième ordre. Tout à fait. Et là, qu'est-ce qu'on a... Il n'est pas un bon acteur. Non. Mais il aimait les jujubes et c'était touchant. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sa seule vertu, c'est d'aimer les jujubes, calvaire. C'est bon. Alors, puis d'avoir un plat sur son bureau. Maintenant, tu peux plus montrer un président américain avec des jujubes sur le bureau sans penser à Reagan. Pour les gens qui ont mon âge Kakoshim, 100 ans. OK? Alors, et là, t'entends les commentaires, les analyses idiotes que j'ai entendues, puis j'ai arrêté. J'ai complètement coupé les médias depuis mercredi midi. C'est trop débile, là, je veux dire, là, c'est la danse de Saint-Guy, ça n'a aucun maudit bon sens. Mais les gens qui disent, oui, puis tu sais, les gens ordinaires, là, tu sais, faut les comprendre. Dans le flyover, là, tu sais, les gens qui sont en dessous, pognés dans le milieu des États-Unis, d'entendre toutes ces grandes vedettes, là, qui parlent puis qui expriment les émotions, c'est un peu lassant. Tu fais, hey, tabarnak, Reagan, c'était quoi? Et non seulement ça, mais en plus, tu te rends compte que les républicains, avant que le parti se saborde, a réussi un coup de génie, mais alors là, c'est inimaginable. On m'aurait prédit ça, puis j'aurais fait bien des questions. Même quand je le verrai, je le croirais pas, et pourtant, je le crois. C'est que Reagan, c'est pas à peu près la droite, ça, là. Parce que c'est Thatcher, Mulroney, là, c'est tout ce même bande-là. Ce même courant. Gang de Schtroumpfs. Bon, mais des Schtroumpfs rouges. Oui. Sauf Mulroney était bleu.
Ah, c'est vrai, oui. Ben, il y en a peut-être qui diraient que c'est un red Tory, donc c'est un rouge. En tout cas, regarde, c'est une couleur imbuvable, quoi qu'il en soit. Et pendant la campagne électorale, j'entendais des démocrates et des journalistes soi-disant de gauche, pas Bernie Sanders, mais dire... C'est quand même incroyable. Le Parti républicain qui trahit l'héritage de ce grand président qu'a été Ronald Reagan. Ouais. Allez-vous fermer vos gueules? Êtes-vous fous? Ouais. La réponse est oui, ils sont fous. C'est que ça n'a pas marché seulement sur les gens du flyover. Et tout à coup, tu fais « OK, c'est ça qui s'est passé au WAPO, au Washington Post. Ouais. C'est pour ça que les gens du Washington Post n'ont pas voulu que les gens se désabonnent quand on a su que Bezos était un vendu, ce qu'on savait déjà. Mais là, on a juste eu la preuve en pleine face. C'est... Tout à coup, tout tombe en place. Puis tu fais, mais ça marche. Non seulement ça marche, mais ça marche même trop. C'est-à-dire que ce que j'y pense en vous le disant, il faut toujours se méfier quand que ce soit, c'est vrai en psychanalyse, mais même quand c'est pas en psychanalyse comme ce que je fais là, quand une explication est trop régulière et redondante, là, à un moment donné, il faut se méfier. Et je me méfie. Sauf que là, c'est pas le temps, ça fait juste 3 jours. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait quelques jours pour les gens qui nous écoutent. Mais ça a marché d'une manière absolument hallucinante. Et c'est pour ça qu'on l'explique pas. Et personne n'a rien vu. Ouais, tout à fait. Alors que pour un gars de théâtre, Ticoun... À l'Halloween de sa vie, Ticoun, qui regarde ça puis qui fait que c'est quoi la question? C'est parce que la réponse est comme claire. La réponse, ça s'appelle un éléphant, puis la poignée est l'autre bord. Faut faire le tour de la bébête. Faites attention parce qu'il fait caca, vous allez voir qu'il en sort beaucoup. Est-ce que l'éléphant, c'est l'animal emblématique des républicains? Ben oui, il me semble. L'âne, c'est le démocrate. Oui, c'est ça. C'est ça? Je pense que oui. Il me semble que oui. L'âne, c'est les démocrates et l'éléphant, c'est les républicains. Tout est dans tout. Regardez Daniel Dubois. Et inversement. On parlera pas de votre blog aujourd'hui. Ça va être la prochaine fois, parce que je peux pas repartir 1 heure. Non, OK, regardez. Ben, j'avais plein de notes là, sur votre... OK, mais on va en parler. Peut-tu faire une affaire? Oui. Pouvez-vous mettre le lien quand même sur la page? Pour que les gens aient se préparer? S'il y en a qui veulent aller jeter un œil, puis la plupart vont vraisemblablement trouver que ça a les mêmes défauts que moi quand je parle, c'est-à-dire qu'il y a trop de stock. Puis c'est dans le désordre. Mais on en parlera la prochaine fois. Mais on va juste faire ça la prochaine fois, promis. On parlera pas d'autre chose. Regardez, j'y tiens pas absolument. Moi, j'avais mis ça sur la liste l'autre fois. Regarde, c'est parmi les choses possibles. Écoutez, je vous dis que ça va valoir la peine parce que je m'y plonge régulièrement puis on finit pas de finir. Et il y a un texte que je voulais qu'on aborde. Qu'est-ce que c'est? Là, je veux pas vous entendre le commenter. Ah oui. Ce que sera ou non la culture québécoise au 21e siècle. Lionel Groux. J'avais plein de... Bon, au cégep Lionel Groux. Mais autre chose aussi. On va en reparler. Hey, merci, c'était passionnant. J'espère que c'est compréhensible. Je rappelle aux gens qu'on n'avait pas vraiment de préparer. On s'est envoyé un petit courriel. Rien pantoute. 2 points, on revient là-dessus, on verra. Oui. C'est la beauté de ces entretiens. J'aime ça beaucoup. J'ai déjà hâte au prochain. Mais vous m'avez donné un track du tabernacle. Un quoi? Ah, ben tant mieux. Un track. Tant mieux. Fred Savard, je vous hais. Vous êtes encore jeune, vous êtes capable d'être stressé. Hey, à très bientôt. Tourlot. Et là, il y a toi, Martin Forgue. Yes. Comment ça va? Ça va très bien, Fred, merci. Est-ce que j'ai compris que t'es porte-parole? Oui, en fait, je suis coparrain de la campagne du Coquelicot Blanc, du collectif Échec à la guerre. C'est... là, attends une minute, là. Il y a des coquelicots rouges. Oui. Ça, c'est les pro-guerre, ça? C'est plus nuancé que ça. C'est plus nuancé que ça quand même. Tu sais, parce que... Non, attends, là, on va trop vite. Oui. Parle-nous de toi un peu. Parce que les gens, c'est la première fois qu'ils t'entendent dans le balado. Tu es un ancien militaire? Est-ce qu'on est un ancien militaire ou on le reste, mais on est à la retraite? Je dirais que, en fait, dans mon cas particulier, là, je dirais pas le soldat, mais tu sais, on peut sortir le combattant de l'armée, mais on peut pas sortir le... Je garde une âme de combattant. Non, je comprends. Je garde, tu sais, puis je l'ai transféré dans mon journalisme. Tu as fait la guerre? J'ai été déployé 2 fois. Je suis allé en Bosnie en 2002. Ouais. Là, c'était pas... La guerre était finie depuis 6 ans. Ouais. Mais ce qui est marquant, c'est qu'on fait face aux conséquences à longue durée de la guerre. Puis dans le cas de la Bosnie, c'était des villes encore à moitié détruites, des villages complètement abandonnés, avec la végétation qui pousse dans les maisons. Les champs de mines qui étaient omniprésents.
On voyait des marquages un peu partout. J'avais 21 ans quand j'étais là. C'est extrêmement marquant. Puis j'avais remarqué déjà un espèce de trou démographique, c'est-à-dire qu'on voyait beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes âgées, mais des hommes entre 25 et 45 ans peut-être, là, il y en avait beaucoup moins parce que, je veux dire, puis c'était un conflit. Y avait-tu des... Non, peut-être il était mort, en fait. Oui, mais non, mais c'est parce que le conflit dans les Balkans, ça a été ça a été complètement atroce. Là. Oui, vraiment. Puis vous avez eu un deuxième déploiement? Oui, je suis allé en Afghanistan par après. Bon, au retour de Bosnie, j'avais décidé de peut-être me civiliser un peu. J'étais retourné aux études à l'université en journalisme à Concordia. Puis, je suis pas un étudiant modèle. Puis, je sais pas, tu sais, c'était super intéressant, le journalisme, c'était un projet de carrière, mais je sais pas, on dirait que l'université, c'était pas ma place. J'étais pas motivé. Puis là, en 2005-2006, ben là, c'est le début c'était le transfert des troupes canadiennes à Kandahar. À partir de Kaboul. Puis là, c'était vraiment, on s'en va à la guerre, on s'en va au combat. Il y a eu une espèce d'appel. Bon, il faut dire qu'à l'époque, c'est encore un peu le cas, mais j'étais une espèce d'idéaliste, des fois qui est un peu mal guidé. J'avais un petit peu romancé un peu le truc, là, parce que, bon, moi, je me suis enrôlé avant le 11 septembre 2001. Puis ça, je pense qu'il y a une distinction à faire. Quand on s'enrôlait dans l'armée avant, tu sais, c'était les casques bleus. Oui. C'était ça l'image. On riait de ça un peu. Là, je dis ça exclut la personne qui parle, mais c'était comme l'armée pas d'armes. On appelait ça toutou sans frontières de notre côté. Mais oui, c'est ça. Puis c'était un peu... tu sais, au cégep, bon, des fois, tes amis vont... ils se portent volontaires dans le temps, là, il allait avec Jeunesse Canada Monde. En échange culturel. Oui, c'est ça, ce qu'on appelle aujourd'hui le volontourisme. Oui. On va aller creuser des ça a mal fini, Jeunesse Canada Monde. Je pense qu'il y a des gens qui sont partis avec l'argent. Puis... On pourrait parler de l'univers merveilleux. Aussi, on pourrait parler longtemps de l'univers merveilleux des ONG internationales. Mais bref, oui, mais bref, comme je disais, bon, j'ai des amis, bon, ça partait creuser des puits au Pérou, tout ça. Puis moi, cette espèce d'idée d'aller aider, c'était d'être casque bleu, tu sais. C'est d'aller d'être déployé. Est-ce que vous aviez été cadet avant? Oui. OK, c'est ça. Oui, j'ai passé par donc, le il y avait quand même un cadets. attrait à la hiérarchie. Parce que moi, c'est complètement étranger. Ouais. Ben, tu sais, les cadets, je l'ai fait, mais tu sais, il n'y avait pas une ambition. Tu sais, je sais que souvent, on parle des cadets, puis on dit, c'est un outil de recrutement, tout ça, mais il y a à peu près 1 ou 2% des cadets qui finissent par s'enrôler. Fait que si c'est un programme de recrutement, pas très efficace. En fait, les autres comprennent. Peut-être. Ils comprennent plus vite que moi, j'ai fini par comprendre plus tard. C'est correct. Mais non, mais j'essaie d'en parler avec plus de légèreté. Mais c'est ça. Donc, moi, je voulais faire ça. Puis là, bien évidemment, le 11 septembre arrive. Puis là, ça change. Ça chamboule tout. Ça transforme la culture militaire. Ça transforme la nature des opérations. Mais bon, il y a eu le 11 septembre. Puis moi, j'étais dans l'armée le jour du 11 septembre. On se posait beaucoup de questions. Puis l'unité avec laquelle je me déployais, il y avait eu une espèce de... Parce qu'on commençait l'entraînement pour y aller. Puis il y avait une espèce de... En Afghanistan? Non, pour la Bosnie. Pour la Bosnie, oui, c'est ça. Puis là, il y avait une espèce de halte, on arrête tout, stand-by, ça se peut que ça change. Puis là, on se posait mille et une questions. Regarde, j'en profite parce que c'est rare que je parle à des militaires ou des ex-militaires. Est-ce que c'est aussi monolithique qu'on le prétend? C'est une espèce de culture du groupe, la pression des pairs, la hiérarchie aussi qui est très forte. Est-ce que la réflexion qui sort du message qu'on nous impose existe? Comment ça se passe? Ben, en fait... Est-ce que l'esprit de corps est oppressant? Là, je relance des questions Est-ce que c'est opprimant? Est-ce que c'est opprimant? Je dirais... Ben, c'est la nature de la bête. C'est-à-dire qu'il doit avoir un esprit de corps parce que quand on t'envoie dans une... Ben, on peut un euphémisme, là, disons, dans des opérations... C'est un peu contre-intuitif, disons, de partir dans le sens où ça tire. Mais donc, oui, l'esprit de corps est important parce que ça te prend une cohésion. Martin, moi, je parle pas nécessairement... Quand vous êtes en opération, mais la vie, parce que la vie, vous n'êtes pas toujours la dans vie des au zones de quotidien. conflit. Oui, c'est ça. Ben, moi, faut le dire, là, moi, j'avais décidé de me joindre comme réserviste.
Surtout le jour où j'ai compris que je pouvais être réserviste puis travailler à temps plein quand même. Ah ouais. Donc, sans me forcer d'être Ouais. posté à gauche, à droite, etc. Ouais. C'est de l'opportunisme, mais je Ah ouais. l'assume pleinement. Mais c'est sûr que l'armée, mettons, disons, tu sais, je l'ai vécu parce que je travaillais à temps plein longtemps, mais l'armée, la régulière, c'est sûr que, tu sais, c'est une institution qui a ses codes, c'est une institution avec une culture particulière, souvent qui va être aux antipodes un peu de la société, qui est fondamentalement conservatrice aussi. Mais tant qu'à ça, le Canadien de Montréal aussi. Oui, bien mais sûr, bon, tout à fait. mais c'est ça. Mais La balado aussi, il y a des affaires qu'on peut pas faire ici. mais non, Je le dis pas, là. Il y a une tradition qui doit s'installer. Mais c'est ça. Mais donc, est-ce que c'est oppressant? Moi, j'ai pas trouvé ça oppressant, mais je pense que ça peut l'être pour certaines personnes, surtout quand, puis tu sais, je l'ai vu, tu sais, à un moment donné, l'armée, c'est un microcosme, c'est une micro-société. Oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est une partie de ça est le reflet de la société en général. Puis, mais tu sais, c'est sûr, il y a du racisme, il y a du sexisme. Des fois, tu sais, justement, puis je l'ai vécu, là, puis je le regrette beaucoup, mais tu sais, il y a des blagues qui se font. Puis là, j'ai l'impression que les gens qui font partie de, mettons, tu sais, je sais pas, il y aurait des gens qui font des militaires qui viennent de communautés culturelles ou des femmes ou tout ça, sont quand même obligés d'accepter ces jokes-là. Par esprit de corps. Par esprit de corps, par volonté de s'intégrer aussi, tu sais. Puis avec le recul, moi j'ai un très bon ami, un ancien frère d'armes qui lui-même, bon justement, est afro-québécois, disons ça comme ça. Et il en parle aujourd'hui beaucoup. Il m'en parle beaucoup. Il n'est pas public par rapport à ça, mais il m'en parle beaucoup. Il dit, tu sais, je l'ai eu rough par bout, là. Puis tu sais, le racisme, c'est quand même quelque chose. Puis un peu comme moi, il a développé une âme un peu antimilitariste. Puis lui, ça l'écœure, par exemple, quand pour des fins de propagande, on va souligner le rôle important des Afro-Canadiens pendant la Première Guerre mondiale. C'est un peu token pour lui. Exactement. Exactement. Parce que au quotidien, c'était pas si fun. Mais propagande puis tokenisme, ça va un peu ensemble. Ouais, souvent, là, il y a beaucoup de tokenisme là-dedans. Alors là vous l'avez dit, il y a cette dimension maintenant anti-militaire qui vous habite? Ah oui, ben oui, en fait, faut reculer un peu. Bon, moi, j'étais supposé me déployer une deuxième fois en Afghanistan en 2010. Dans une autre... parce que là, j'avais transféré dans un truc un peu exotique qui s'appelle les opérations psychologiques de l'armée, le PSYOPS, pour utiliser l'acronyme. Ça fait peur. Oui, mais c'est un peu le côté obscur de l'information. Là, vous avez le droit de nous dire ça aujourd'hui. Oui, non, mais de toute façon, non, mais c'est pas une unité top secret du tout. Là, c'est juste que c'est la spécialisation, c'est une unité spécialisée qui deal avec la propagande, la contre-propagande, la désinformation sur le champ de bataille. Ah ouais. Fait que McKinsey, mais avec des guns. OK. Ah ouais, c'est ça. Mais, je me demande si c'est pas moins dangereux que McKinsey pas de gun. Ah, ben je sais pas, hein. Mais c'est pas mal moins payant. Ouais, c'est ça. Bref, mais là, la nature de cette affectation-là faisait que, puis là, j'étais un sous-officier, j'avais des responsabilités, tout ça, puis il fallait connaître le big picture de la guerre, de la campagne qui se déroulait, tu sais, puis là, j'ai déjà été choqué pendant ma première mission en Afghanistan, je suis revenu passablement ébranlé, puis même dans ma conviction qu'on faisait la bonne chose. Mais je suis resté dans l'armée quand même. Bon, des fois, Pierre Falardeau disait les bœufs sont lents, mais la terre est patiente. Des fois, c'est un peu long. Fait que là, pour mon deuxième, mais là j'ai embarqué avec quelques pas de recul déjà, mais je voulais quand même, j'y croyais encore un peu, mais là, en voyant le big picture, en voyant ce qui allait se passer, en voyant que il y avait une date d'expiration, juillet 2011, c'est fini, on a gagné, on a perdu, on s'en fout, on s'en va. Là, j'ai dit, OK, mais tout ça pour ça, tout ça pourquoi? Moi, j'ai des amis qui ont été gravement blessés. J'ai un de mes frères d'armes avec qui j'étais en Bosnie, qui était dans ma section, qui est mort en 2009. Là, j'étais vraiment ébranlé. Puis, bon, j'y croyais plus vraiment. Puis, j'ai décidé de démissionner. J'aurais voulu le faire de façon très théâtrale en garochant mes galons sur le bureau de mon commandant. Finalement, j'ai rempli quelques papiers, puis ça a été plate de même. Là. Mais c'est ça. Puis là, c'est là que j'ai dit, bon, ben là, je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire. Je vais être journaliste. Ce que je fais depuis 2011. Toujours indépendant. Ça, j'y ai toujours tenu. J'imagine que le chemin est plus difficile. Le chemin est plus difficile, d'autant que j'ai abandonné une carrière passablement payante. Dans l'armée? Ah mon Dieu, oui. Ben, c'est aussi les avantages sociaux. L'armée a son propre système de santé, a son propre système, a plusieurs systèmes. On fait pas de file d'attente. On n'a pas de file d'attente. C'est ça. Fait qu'il y a le salaire, les avantages sociaux, il y a un fonds de pension béton. Donc moi, j'ai tout abandonné ça pour le journalisme indépendant.
J'ai brièvement travaillé dans la salle de rédaction du Journal de Montréal. Oh! Qui est un autre champ de bataille. Une autre grande hiérarchie, mais où les ordres viennent de haut. Oui, il y a beaucoup de fantassins. Oui, effectivement. Mais, tu sais, en tout cas, ça s'est mal passé. Ouais, je comprends. Mais tout ça pour dire que j'ai décidé quasiment dès le début là, de dire, moi, je vais être indépendant, je vais être à la pige. Tu sais, pendant mes déjà 13 ans de carrière, qui ont été coupés court par la pandémie, puis aussi par le fait que j'ai été diagnostiqué avec un choc post-traumatique il y a quelques années. Ça a forcé un arrêt de travail. Mais déjà, j'ai commencé en 2011. En 2013, déjà, je repartais. Je suis allé au Mali. Pendant un mois, couvrir la guerre qui fomentait déjà, l'armée française qui envahit. Fait que moi, j'étais là pendant ce temps-là. J'avais une volonté de retourner sur le terrain, mais de l'autre côté, moi, je dis toujours, de l'autre côté du fusil. Puis, après ça, en Afghanistan, en 2013 encore. Mais moi, c'est une démarche journalistique engagée que je veux adopter résolument antimilitariste, résolument anti-impérialiste, résolument de gauche. Puis, j'ai pu le faire avec Ricochet, qui est né à peu près à cette époque-là. Gabriel nous en parlait il y a quelques semaines, parce que Ricochet est devenu en partie pivot. Bon, là, je sais qu'on parle de paix. Oui. Parce qu'on a un nouveau président aux États-Unis qui se prétend être un grand artisan de la paix et qui prétend, à tort ou à raison, que sous sa présidence, les États-Unis n'ont pas entamé de guerre, ce qui est peut-être vrai. Cela dit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un président belligérant, parce que sur le plan vocal, il est bon. Et là, il y a cette campagne qui existe depuis quand? Le coquelicot blanc. Le rouge existe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que, en fait, le symbole vient d'un poème de John McCrae, qui était un médecin et qui était déployé pendant la Première Guerre mondiale comme médecin, qui a écrit un poème qui s'appelle Au Champ des Flandres. Au champ d'honneur en français, In Flanders Field en anglais. Et bon, il parle des coquelicots dans les champs. Et puis, donc, c'est devenu le symbole de commémoration de la Première Guerre mondiale. En fait, c'est les fleurs qui poussent après. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, c'est devenu un symbole de commémoration. De célébration. À l'époque. Du travail. C'est de reconnaître que des jeunes hommes à l'époque sont morts pour la patrie, la liberté, machin. Et là, au début des années 30, il y a des groupements de femmes en Grande-Bretagne qui ont dit « Non, mais c'est bien beau, tout ça, mais il faudrait aussi avoir un symbole pour les victimes civiles qui sont de un, innocentes et de deux, beaucoup plus nombreuses. » Et là est né le coquelicot blanc. Ça a pris un peu d'expansion, mais beaucoup moins vite que le coquelicot rouge. Mais ce qui est important de savoir, c'est que... Puis ça, c'est ce qu'on se fait souvent dire, c'est « Ah non, mais là, c'est parce que le coquelicot blanc efface le rouge, vous voulez effacer la mémoire des soldats. » Moi, deux choses. Là. Premièrement, non. Deuxièmement, parce que c'est un symbole qui est complémentaire. Premièrement. Deuxièmement, surtout pour la Première Guerre mondiale, il serait peut-être temps d'avoir une discussion. Tu sais, ça fait 106 ans qu'elle est finie. 106 ans qu'elle est finie. 106 ans. On fait des mathématiques de gauchistes. Donc, ça fait 106 ans. Êtes-vous en train de dire qu'il faudrait peut-être en revenir? Oui et non. Ce qu'il faudrait surtout avoir comme conversation, c'est la Première Guerre mondiale n'avait rien à voir avec un combat pour la liberté. Non, tout à fait. C'est une guerre impérialiste. Qui devait durer une fin de semaine. Hein? Qui devait pas durer trop longtemps. Les gens partaient avec le sourire. Là, si tu lis les livres un peu sur la porte. Moi, j'ai eu une passion pour ces deux conflits-là pour avoir lu beaucoup. Je suis pas spécialiste, là. Mais ce qui est récurrent de la première, c'est les jeunes partaient. C'était quasiment une campagne rigolote qui allait pas durer longtemps. Puis là, ils ont découvert le jardinage de guerre, ils ont creusé des tranchées, puis ils sont restés là pendant 4 ans. Et les gaz moutardes, ça a été atroce. Ça a été atroce parce que ça mêlait vieilles tactiques et nouvelles armes. Tout à fait. Ça a été une boucherie totale, mais ça avait surtout rien à voir. C'est l'effort ultime des vieux empires de subsister. Tout à fait. On est loin, je veux dire, on commence à s'éloigner un peu du peuple. Quand on regarde ça, macro. La deuxième est la résultante de la première.
le traité de Versailles qui a complètement humilié l'Allemagne, qui a installé les conditions pour la naissance d'un nationalisme de ressentiment, qui a mené à Hitler, qui a mené à la Deuxième Guerre mondiale par la suite. Mais encore là, Hitler n'a pas réussi à se réarmer tout seul. Hein. Non. Il y a eu de l'aide. De compagnies américaines, entre autres. IBM, Ford aussi. Mais là, on célèbre plus le côté libération. Oui, mais il y avait un côté plus légitime à cette guerre-là. Mais encore là, tu te dis, OK, mais il y a une raison pourquoi on s'en est rendu là. Oui. Et pourquoi il y a encore une fois des dizaines de milliers de jeunes qui sont morts, des millions de civils qui sont morts. Mais c'est toujours les élites quand ils font de la politique. Là, à un moment donné, ils en fâchent un autre, puis là, ils s'en virent d'abord, ils appellent le peuple aux baïonnettes. Mais cela dit, c'est le fun avec Trump parce que la guerre est finie. Ça a l'air. Ils vont régler le conflit. Mais tu sais, déjà en partant, moi, l'histoire, le Trump n'a pas parti. Trump est un pacifiste, il n'a pas parti de guerre pendant sa présidence, mais il n'a pas arrêté non plus. Tout à fait. Puis les États-Unis sont. Évidemment, il y a des guerres ouvertes, mais tu sais, la fameuse guerre contre le terrorisme, qui est toujours pas finie d'ailleurs, qui a commencé avec le 11 septembre. Mais elle est de plus en plus elle est devenue de plus en plus clandestine avec le temps. C'est une guerre de drones, de forces spéciales. Capitalisme de surveillance. Qu'on voit pas exactement d'État sécuritaire, le Five Eyes, l'Alliance de renseignement occidentale. Comme avec des commandos, tout ça. Donc, c'est pas ouvert, mais ça a lieu. Ça se déroule. Est-ce que vous restez les deux mains dans tout ça? Votre intérêt journalistique, entre autres, est-ce que... Oui, je lis beaucoup là-dessus. J'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de contenu aussi, critique, évidemment. Surtout, en fait. Mais c'est sûr que je reste... Faut être au courant, parce que pour avoir une démarche critique, il faut savoir ce qui se passe. Tout à fait. Donc oui, je me garde toujours un peu là-dedans. Je suis un peu... C'est difficile? Par rapport à votre passé de militaire, vous avez parlé tantôt de choc post-traumatique. J'imagine que de rester l'esprit là-dedans, il doit y avoir quand même une certaine fatigue. J'ai une excellente psychologue. Bon. On la salue. Mais vous avez raison. Des fois, c'est un peu pénible. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui reviennent, tout ça. Même si, mettons, je vais lire sur des trucs qui n'ont pas rapport avec le Canada. Mais ça revient. Puis toujours, ça me revient, opération clandestine, opération... Toujours pour l'intérêt des compagnies d'armes, des multinationales. Puis, on le sait, déjà, depuis les années 30, il y a un pamphlet très intéressant qui est depuis les années 30 qui s'appelle « La guerre est une raquette ». Oui. Qui a été écrit par un ancien général des Marines. Là, on parle des années 30. 1930. Bon, voilà. Pas les prochaines. Là. Non, c'est ça, puis pas celles d'avant. Ouais, c'est ça. Mais c'est donc un général américain qui était devenu... Ça fait longtemps qu'on le sait. Ça fait un bout qu'on le sait. Puis, mais c'est pas grave. On réussit toujours à appeler le bon peuple aux baïonnettes quand c'est le temps pour protéger la liberté tout à fait. des autres, la liberté au profit des autres, toujours. Et, mais là, Martin Fort... Mais là, on revient sur Coquelicot Blanc. Oui, c'est ça. Comment on fait pour réfléchir et parler de paix en 2024? C'est pas évident parce que on est moi je dis on est au confluent de toutes les dystopies présentement. Puis j'inclus le climat là-dedans. Il y a le spectre de grands conflits qui reviennent. Puis on est revenu déjà dans une espèce de dynamique de guerre froide. Tout à fait. Plus tiède que froide par moment. Le Canada est réimpliqué dans des... on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des soldats canadiens qui sont déployés en Lettonie. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils attendent. Okay. Ils s'entraînent, mais ils sont là, c'est une force de... C'est exactement comme pendant la guerre froide, quand on avait des troupes stationnées en Allemagne. Ouais, à Baden-Baden. À Baden et à Lahr, qui étaient juste à côté. Parce que là, il y a plusieurs divisions de troupes de l'OTAN qui sont là, puis qui attendent que la Russie... De voir ce qui va se passer, exactement. C'est ça. Mais ça bouge pas, et on revient dans une espèce de dynamique, je dirais, mi-guerre froide, mi-première guerre mondiale, parce que quand on regarde la guerre en Ukraine présentement, il y a des avancées, il y a des, ça recule, ça avance, mais ils sont creusés, puis ils se regardent. Mais encore là, ça, c'est une game d'élite. Ouais. Un coup que l'analyse académique est faite, là, on revient dans le bain un peu plus militant, puis on se dit, c'est une guerre d'élite. Puis Trump, pacifiste, il a arrêté aucune guerre qui était déjà commencée.
Mais déjà, il montrait ses cartes, lui, l'Iran. C'est dans le collimateur. La Chine, il y a des tensions. Puis ça, il commence à le comprendre, même s'il aime prendre des selfies avec des dictateurs. Il n'existe pas, ce Trump pacifiste-là. Et pour se le prouver encore davantage, mercredi matin, les actions des grandes compagnies d'armes américaines ont sûrement augmenté. Non, ça a explosé, pour prendre un mauvais choix de mots. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, tout ça, là, les actions ont vraiment augmenté. À l'ouverture des marchés, le 6 novembre, 9h30, ça avait... Et les marchés ne mentent jamais. On les aime pas, surtout, mais c'est quand même une donnée quantitative. Ça permet de prendre le pouls un peu de ce qui se passe. Puis toujours moi, les leaders politiques qui se disent la voix du peuple, l'âme du... Et là, ils sont élus, puis Wall Street, les actions, ils se réjouissent de ça. Mais ça, il faut le dire, si Harris avait été élu... Ça aurait été la même chose. De ce côté-là, ça aurait été la même chose. Là, le coquelicot blanc, ça dure combien de temps, cette campagne-là? En fait, c'est commencé. Donc, on peut se procurer le coquelicot blanc via le site du collectif échecalaguerre.org aux États-Unis. Depuis la guerre du Vietnam, les vétérans anti-guerre, c'est une force. C'est une force, quand même, il y a l'organisation Veterans for Peace, dont je porte le chandail actuellement, qui a environ 300 000 membres, civils et militaires. C'est pas tous des vétérans. Non. Mais les vétérans anti-guerre, il y en a beaucoup aux États-Unis. Mais parce que les États-Unis, il ne faut pas l'oublier, ça fait 60 ans ininterrompus qu'ils sont en guerre, à peu près. Fait qu'il y a une masse critique. Mais qu'on n'a pas ici au Canada parce qu'on n'a pas la même histoire. Mais avec l'Afghanistan, puis avec le retour des talibans en 2021 qui a consacré la défaite. Il y a beaucoup de vétérans qui se sont retrouvés un peu, ils se sont sentis trahis, se sont sentis un peu, tout ça pour ça, un ressentiment envers le gouvernement, évidemment, qui prend toutes ces décisions-là. Et là, moi, j'en lance un appel aux vétérans qui voudraient s'organiser, se mobiliser pour venir contribuer, pas pour refonder, pour venir contribuer à un mouvement anti-guerre qui existe déjà, mais qui gagnerait à être relancé. Parce qu'un des obstacles du mouvement anti-guerre aussi, c'est que des fois, à se lancer dans l'antimilitarisme, dans l'anti-impérialisme, on prête flanc à se voir affublé de l'étiquette conspi. Ah oui? Un peu quand même. OK. Un peu quand même, parce qu'on arrive avec des discours complètement à contre-courant. Des fois, on va dire, regardez, il s'est passé ça, les actions des compagnies d'armes, on fait des liens, on fait nos recherches. Mais, à un moment donné, là, tu te fais dire, ah oui, parce que si tu dis, par exemple, que la guerre, c'est juste, tout ça est fait pour alimenter un complexe militaro-industriel, déjà, le mot complexe militaro-industriel a été passablement terni. Tout à fait. Alors qu'il a été inventé, ou du moins popularisé par quand même un ancien président américain, Dwight Eisenhower, qui n'était pas un complotiste. Pas du tout. Et qui, dans sa dernière allocution au pays, a dit justement, méfiez-vous du complexe militaro-industriel. Puis là, c'était le général. Quand les politiciens s'en vont... C'était le commandant suprême des forces alliées à la Deuxième Guerre. Tu sais, il est bien placé pour le faire. C'est quand ils s'en vont, c'est le seul moment où on doit prêter attention à ce que disent les politiciens. Ah, c'est quand ils n'ont plus rien à perdre. Non, mais moi, je pense que Martin Forgue, il y a quelque chose. On va essayer. Oui. On va essayer de voir... Mais votre balado, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire. Après cette saison, c'est toujours un laboratoire. Donc, on va se retrouver. Ben oui, avec plaisir. Ben merci, Martin.